Salut, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto qui va vous permettre de découvrir les nouveautés du moteur de rendu Quichotte dans sa version 11. On va commencer dans un premier temps par les nouveautés de l'animation. Et la plus grosse fonctionnalité dans cette version 11, c'est la simulation physique qui va vous permettre d'activer la gravité et la collision entre les objets pour en décliner des animations. Vous verrez ensuite que la version 11 de Quichotte vous permet d'importer des fichiers de déformation au format alambic. Donc le principe, c'est d'aller faire une animation dans votre logiciel de 3D principal, que ce soit une animation de personnage par exemple, ou une simulation de vêtements, d'exporter au format alambic, d'importer dans Quichotte, et ensuite comme Quichotte comprend ces formats-là, ça va vous permettre de faire des rendus de ces animations-là à l'intérieur de Quichotte. Vous verrez ensuite, pour finir avec les animations, que vous pouvez maintenant aussi animer la luminosité dans vos environnements. Après l'animation, on fera le tour de certains formats d'export qui viennent d'être ajoutés, notamment le format CMF, qui va vous permettre d'encapsuler votre rendu dans un fichier HTML et aussi de définir des descriptifs des différents matériaux qu'il compose. Ensuite, le format 3MF qui va vous permettre d'exporter des informations de couleurs et de matériaux vers des imprimantes 3D compatibles et de pouvoir imprimer la représentation de ces couleurs-là sur des modèles réels. Ensuite, on finira avec le Paint 3D, c'est cette fonction que l'on attendait sur Quichotte et qui va vous permettre de peindre directement sur vos modèles à l'intérieur de la fenêtre de Quichotte. Donc j'espère que cette formation dédiée aux nouveautés de la version 11 de Quichotte va vous plaire et je vous dis donc à tout de suite. La plus grosse nouveauté de cette version 11 de Quichotte, c'est ce que on appelle les simulations physiques, la possibilité d'activer la gravité et les collisions entre les objets. C'est déjà quelque chose qui était apparu dans la version 10 mais que l'on ne pouvait pas animer, ça nous permet juste de faire un placement des objets avec les outils de position. Là maintenant la différence c'est qu'on va pouvoir décliner une animation avec cette simulation là. On va commencer avec une scène assez simple, je vais aller dans le menu éditer, ajouter une géométrie et je vais ajouter un plan. Je vais faire en sorte d'être dans scène, je vais aller dans les propriétés de position de l'objet qui vient d'être créé, et ici je vais venir dans échelle et je vais lui mettre une dimension de 10. Et ensuite, comme les outils de position sont actifs, je vais relever mon plan, lui faire une petite rotation dans ce sens-là, sans faire rentrer le plan dans le sol. Le but du jeu c'est de créer voilà, une pente. Je fais OK, j'ai fini pour la création de cet objet-là, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une géométrie supplémentaire de type cube. Ce cube, je vais le créer, je vais le disposer au-dessus de mon plan, et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement dupliquer cet objet-là, donc vous pouvez venir ici, faire un clic droit, et choisir dupliquer par exemple, et maintenant je peux déplacer ce cube, je vais maintenant sélectionner les deux cubes ici, clic droit, dupliquer, je vais les déplacer à nouveau. Maintenant, je vais sélectionner les 4 cubes, pareil, dupliquer, je tourne un petit peu autour, je les déplace, donc vous avez compris le principe, hein, en fait, je crée une espèce d'amalgame de cubes, sélection, dupliquer, je sélectionne tous ces éléments-là, je vais vraiment abuser et je vais même dupliquer encore. Bien entendu, vous pouvez aussi faire un clic droit ici, et vous avez l'option dupliquer qui se trouve aussi ici. Donc je déplace tout ça. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe à partir de tous ces éléments-là. Je sélectionne tous les éléments, je fais un clic droit, je vais choisir l'option ajouter au groupe, ce qui m'ouvre cette petite fenêtre-là qui est partie sur le côté chez moi. Je vais venir ici, dans modèle, nouveau groupe, je vais l'appeler cube. Je fais OK. Donc je me sélectionne bien dans Cube ici, je fais OK. Là il me dit qu'il y a des choses au niveau de la hiérarchie qui risquent de poser des problèmes, ça n'est pas un problème. Et maintenant je me retrouve avec mon groupe Cube, je vais juste faire OK pour désélectionner tout ça, et resélectionner uniquement le groupe outil de déplacement, parce que sinon vous pouvez peut-être avoir des petits soucis sur ce qui va se passer au niveau de la sélection, et je vais juste remonter tous ces éléments-là pour qu'ils soient légèrement au-dessus de mon plan. Et je fais OK. Donc ça, c'est juste la préparation de la scène. Ce qui va vous permettre de faire des simulations physiques, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans Outils, ou Tools en anglais, et ensuite, à l'intérieur, vous allez avoir Simulation de physique. Donc je choisis cette option-là, et là j'ai cette fenêtre qui s'ouvre, qui est donc la fenêtre physique, et qui va me permettre de faire la simulation. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme option ? Première chose, j'ai l'option de temps de simulation maximale. C'est vous qui allez décider
sur combien de secondes la simulation va se passer. Si vous laissez par exemple la valeur à 0, il va faire la simulation, et la simulation arrêtera le temps au moment où la totalité des objets arrêteront de bouger. Ensuite, vous avez ici la fréquence d'image sur la simulation. Par défaut, vous pouvez la laisser à 30 images par seconde. Vous pouvez baisser la valeur, ou vous pouvez l'augmenter. L'avantage par exemple de l'augmenter, c'est si vous prévoyez de jouer sur des variations de vitesse ensuite dans votre logiciel de compositing, faire des ralentis ou des accélérés avec plus de frames, ça permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide. Vous avez ensuite la qualité de la simulation, donc par défaut le chiffre fonctionne très bien. Si par exemple vous sentez que la simulation fait des choses un petit peu bizarres, comme par exemple les objets se rentrent dedans, ou alors il y a des petites choses sur lesquelles les collisions ne vous conviennent pas, vous pouvez augmenter la qualité de la simulation. Par contre, là aussi attention, si vous l'augmentez, du coup il va y avoir une prise en compte des objets qui va être un petit peu plus complexe, et qui du coup forcément multipliera le temps de la simulation. Ensuite ici vous avez les informations de gravité, donc ça c'est la valeur par défaut, c'est une valeur qui correspond un petit peu à la gravité qui a été mesurée sur la Terre. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus léger, eh bien baissez cette valeur, si vous voulez que ce soit un petit peu plus lourd, augmentez-la. Ensuite, deux autres valeurs qui peuvent être utiles, c'est la friction, donc c'est-à-dire la capacité qu'ont les objets à se retenir les uns les autres. Une friction à 1 va faire que les objets vont quand même se coller un petit peu les uns aux autres, et du coup, les objets ne vont pas glisser comme si c'était sur de la glace. Par contre, si vous mettez cette valeur à 0, vous allez vous retrouver avec des objets qui ne vont pas se retenir les uns les autres, et vont avoir tendance à glisser comme sur de la glace par exemple. Ensuite, vous avez la valeur de rebond. Ça va vous permettre tout simplement de décider d'avoir un certain rebond quand les objets vont rentrer en collision. Donc quand c'est des matériaux quand même assez lourds, sur lesquels il n'y a pas de capacité de rebond, ça ne sert à rien de jouer sur cette valeur-là. Par contre, si vous voulez qu'il y ait vraiment des espèces d'effets rebondissants sur vos objets, n'hésitez pas à augmenter cette valeur-là. Ensuite, vous avez ici la valeur comme pièce. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra cocher, et c'est ce que nous ferons par exemple sur notre groupe de cubes pour nous permettre que l'ensemble d'un groupe soit simulé indépendamment. Si vous ne cochez pas cette option-là, et si je choisis la simulation du cube en venant cliquer là-dessus, ce qui va se passer, c'est que les cubes vont être simulés comme dans un bloc. On va d'ailleurs faire un test, je laisse les paramètres par défaut, je lui dis commencer la simulation, je clique là-dessus, petit calcul, là on voit maintenant mes cubes tomber, il rentre en contact avec le plan, et là vous voyez qu'effectivement c'est un seul bloc. Je vais faire arrêter la simulation, là du coup vous voyez que maintenant j'ai une timeline, et je peux venir ici sur ma timeline et lire cette animation-là, donc on voit bien cette animation-là. J'ai la possibilité bien entendu de revenir en arrière, ici de lire en temps réel, avec la fonction répétition en boucle, et après je peux arrêter, revenir une frame en avant, une frame en arrière, à la fin, au début. Et ici, si je développe les informations là-dedans, vous voyez que j'ai la simulation physique, et ici les keyframes qui ont été créés grâce à cette simulation-là. Si par exemple la simulation ne vous convient pas, sélectionnez la simulation ici, faites supprimer, ça vous permet de supprimer la simulation. Maintenant ce que je peux faire, c'est je sélectionne mes cubes, et je vais cocher comme pièce, je vais cliquer maintenant sur commencer la simulation, je ne change absolument rien là-dedans, je clique sur commencer la simulation, et là on voit que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais regardez ce qui se passe avec mes cubes, maintenant mes cubes sont indépendants, et sont simulés, tout simplement. Là, comme les objets sont encore en mouvement, la simulation ne s'arrête pas toute seule. Pourquoi? Parce que l'on a laissé le temps de la simulation maximale à 0. Par contre, quand plus aucun objet ne bougeront, la simulation s'arrêtera d'elle-même. Alors si j'ai un conseil à vous donner, pour Quichotte, la simulation s'arrête quand les objets arrêtent de bouger. En fait, il y a toujours un petit peu des tremblements imperceptibles qui peuvent rester, et pour lui, la simulation peut ne jamais se finir. Donc je vous conseille, si vous voyez par exemple que les choses se sont bien arrêtées, faites arrêter la simulation. Là maintenant ma simulation, vous le voyez, dure quand même pas mal de secondes. N'hésitez pas à utiliser ici le petit outil qui vous permet de zoomer et dézoomer dans la timeline. Donc là maintenant je peux faire OK, la simulation maintenant est faite, et regardez ce qui se passe. On n'avait pas la timeline qui était présente, ce que l'on appelle le chronographe dans la version française, et là vous voyez que j'ai ici ma timeline, je peux jouer l'animation directement dans ma fenêtre, et je vois le résultat directement.
J'arrête ma simulation, je sélectionne les propriétés qui sont ici à l'intérieur. Je peux développer ici les informations. Là, ici, vous le voyez, j'ai toutes les informations qui concernent les clés d'animation. Alors, je pourrais peut-être mettre ma fenêtre ailleurs, comme ça me permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus grand. Regardez, je la mets flottante. Et là, du coup, vous voyez toutes les clés d'animation qui concernent tous ces éléments-là. Donc là, par exemple, si je sélectionne un de ces cubes ici, vous voyez que dans les propriétés ici de l'animation, j'ai des options. J'ai des options d'image clé, où je peux jouer sur des tensions. J'ai des notions de paramètres de temps dans lesquels j'ai les valeurs de temps qui sont présentes ici, et ça me permet de savoir combien de temps l'animation a été faite, et par exemple réduire ces informations-là. Donc cette fenêtre présente ici, du chronographe, elle est super pratique, parce que ça peut vous permettre de recouper des choses, par exemple, là on avait décidé de l'arrêter à 8 secondes, et on peut revenir sur les clés d'animation s'il le faut. Maintenant que ça c'est fait, j'ai juste besoin peut-être de cadrer un petit peu mon animation, et maintenant je peux faire rendu, j'ouvre mes paramètres de rendu, je clique sur animation, je vais choisir ici peut-être de ne pas faire un rendu aussi grand, je vais faire un rendu en 800 par 600, je vais faire une sortie pas en vidéo, je vais faire une sortie en image, je vais choisir ici de l'appeler anim physique, je vais mettre un petit 0,2 avant parce que on est sur la leçon 2, je choisis le dossier dans lequel je vais aller faire le rendu, je vais aller faire ça dans mes fichiers de travail, je l'appelle rendu, je vais à l'intérieur, je fais un nouveau dossier, je l'appelle anim physique, je vais à l'intérieur, là du coup en termes d'animation ici je ne vais rien rajouter concernant les passes, je vais venir dans les options, et dans les options je lui demandais de faire 64 échantillons par image. En échantillon max, ça suffit largement. Et je vais cliquer sur rendu. Et maintenant, on va pouvoir voir le rendu. Je laisse le rendu se terminer et on se retrouve juste après. Le rendu est terminé. Du coup, pour aller voir le rendu, comme j'ai choisi de faire une séquence d'images, c'est l'habitude que j'ai, je fais rarement autre chose que des séquences d'images en 3D. Je vais aller ouvrir After Effects pour ouvrir la séquence d'images. Donc j'ouvre After Effects, je double-clique pour importer. Je vais dans mes fichiers de travail, rendu, anim physique. Et là du coup dans After Effects, je choisis juste la première image, séquence OpenEXR, puisque j'ai sorti en OpenEXR. J'importe la séquence, je crée une composition à l'aide de tout ça. Donc là, je vais faire ajuster pour qu'on soit à la bonne dimension par rapport à la fenêtre, je vais juste agrandir un petit peu, voilà. Et là ensuite, vous voyez que ici il y a un fond noir, c'est normal, c'est un OpenEXR dans lequel il y a la prise en compte de la transparence. Donc je vais faire juste un clic droit, interpréter le métrage sur ma séquence d'image principale, je vais lui demander d'ignorer la couche alpha, comme ça me permet de voir le rendu. Et là, je vais lire la prévise de mon anime. On voit bien mon anime. Je vais faire le choix, dans la prévisualisation ici, d'être en pleine qualité, ce sera plus simple, intégrale. Il y a juste un petit truc que je vais faire pour sauvegarder un petit peu de temps. Je vais aller mettre en pause mon rendu dans Keyshot, sinon ça fait effectivement un petit peu trop de calcul en arrière-plan. Je retourne dans After, donc je fais le calcul de ma prévise. Donc là vous voyez que la simulation fonctionne très bien. Maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu quelles sont les petites options que l'on va pouvoir modifier pour que l'animation change. Je vais aller refaire un tour, donc je vais déposer mon rendu, refaire un tour dans mon simulation de physique, et là vous pouvez remarquer que l'animation est toujours présente. C'est-à-dire que même si vous avez déjà fait une animation physique, vous pouvez sélectionner l'animation physique, supprimer l'animation physique disparaît, et elle disparaît même dans la timeline, et elle disparaît même dans les propriétés d'animation, donc vous pouvez refaire votre anime. Je vais cette fois-ci à nouveau cliquer sur cube, je vais lui dire aussi comme pièce, pour que ça permette de prendre en compte la séparation de tous les éléments, et puis je vais même d'ailleurs cliquer sur plane, juste pour que vous voyez quelle est la différence, ou même sur la totalité ici en cliquant sur modèle. Si vous faites comme ça, attention, là tous les éléments vont être animés, et même le plan. Donc si maintenant je fais commencer la simulation, là il me dit que j'ai pas la tête de lecture qui est au début, donc je lui dis oui,
Donc il me refait bien la simulation à partir du début. Donc là, regardez, si je fais ça, effectivement, là, mon plan est pris en compte dans la simulation. Ce qui m'intéresse pas, je vais faire arrêter la simulation. Je peux faire une sélection ici de ma simulation physique et recommencer. Donc je décoche bien plane, puisque je veux qu'il reste comme ça. Et on va regarder, par exemple, le temps de simulation maximal. Je vais lui mettre 4 secondes. Je fais commencer la simulation et on va regarder ce que ça donne. Et là, regardez, il s'est bien arrêté à 4 secondes. Donc le système de limitation du temps a l'air de fonctionner. Plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, par exemple, je vais décider de lui mettre 10 images clés par seconde. Je vais lui laisser le temps sur 10 secondes, ça suffira largement. Même on a pu voir que 8 secondes, ça suffisait largement sur cette simulation-là. Donc je clique sur « Commencer la simulation ». Il fait la simulation. Là, vous voyez que du coup, la simulation se passe un petit peu plus vite, parce qu'il y a moins de frames à calculer, donc ça peut vous permettre de faire une simulation calculée beaucoup plus rapidement. Mais attention, c'est un facteur qui va grandement jouer sur la fidélité de l'animation. Et là, vous pourrez peut-être avoir des pièces qui vont se comporter bizarrement. Du coup, là, si je lis l'animation, je vois bien que c'est quand même assez fluide au final, mais du coup, ça peut provoquer des petites choses un petit peu bizarres. Vous pouvez avoir des petits pops de géométrie des fois. Faites attention à un truc quand vous décidez, par exemple, d'enlever une animation. Lorsque, par exemple, vous êtes au milieu ici et que vous supprimez une animation, regardez ce qui se passe. Là, les objets restent en place par rapport à la position à laquelle était la tête de lecture, et donc forcément à l'instant de l'animation. Et ça peut être assez dramatique, parce que dans cette fenêtre-là, je peux faire CTRL-Z, ça ne fonctionne pas. Donc vous n'avez pas d'autre choix que de faire annuler, et là vous voyez que du coup les cubes sont tous en bas, et en fait il faut que vous alliez dans éditer, annuler, faire peut-être supprimer les animations, revenir encore et peut-être se faire déplacer la géométrie pour être au truc d'origine. Là, vous voyez que la simulation physique est toujours présente ici, donc là, qui correspond à l'animation que j'ai faite tout à l'heure. Donc cette simulation, je peux la supprimer ici aussi, directement. Là, maintenant, il n'y a plus d'animation qui existe, et je peux retourner dans Outils, Simulation de physique. Là, maintenant, je suis obligé de tout refaire, recliquer sur les cubes, dire comme pièce, et là, maintenant, je vais lui remettre un 8 secondes. Et là, par exemple, je vais lui mettre un 60 images par seconde. Là, du coup, en fait, ça permettra d'avoir beaucoup plus de frames, ça sera un petit peu plus fidèle au niveau de l'animation, un petit peu plus fluide aussi si vous faites un rendu définitif. Et ensuite, si je fais commencer la simulation, eh bien, là, regardez, ça prend un petit peu plus de temps à faire le calcul. Par contre, de jouer sur ces images clés, ça peut véritablement changer le comportement global de cette animation. Donc si par exemple à un moment donné vous avez vraiment des problématiques à faire une simulation vraiment réaliste, n'hésitez pas à augmenter ce nombre d'images par seconde pour peut-être résoudre des problèmes de simulation. Ma simulation est terminée, je peux faire une lecture. Là, du coup, ça n'a pas l'air d'être tellement différent, mais la simulation est quand même un petit peu plus fidèle. Vous avez la possibilité d'ailleurs de changer aussi le nombre d'images par seconde. Là, vous voyez qu'on peut aller lui dire de le lire en 60 images par seconde, ce qui peut le rendre un petit peu plus fluide ici aussi. J'arrête, je remets à 0, je supprime ma simulation physique, je le laisse à 8 secondes. Je vais lui mettre un 30 images par seconde de base, et là maintenant je vais venir ici augmenter la qualité de l'animation, ou au contraire lui mettre une qualité de simulation extrêmement faible. Donc là on est au centième, je vais lui demander de commencer la simulation. Donc là, en règle générale, ça peut simplifier l'animation et du coup faire en sorte que ça dure un petit peu moins longtemps en calcul, puisque en fait il aura une fidélité pas forcément excellente, et du coup prendre moins en compte les collisions. Par contre, du coup, ce que ça peut faire, c'est justement faire une animation qui va être calculée un petit peu plus rapidement, et vous permettre d'avoir des choses qui peuvent passer sur certains types de simulations. Et là, si on regarde l'anime, ça passe tout à fait, c'est pas dramatique, en tout cas sur cette animation-là. Maintenant, je vais arrêter l'anime, je vais sélectionner l'animation, je la supprime, je vais lui mettre une qualité de simulation au max, à 1, je fais qualité de la simulation,
je lance le truc. Ça m'a l'air d'être quand même un peu plus long, mais pas tellement plus long. Par contre, après, ça dépendra bien entendu aussi du nombre d'éléments qui vont rentrer en contact avec les autres, leur complexité. Et ce paramètre-là vous permettra de résoudre aussi des petits problèmes de simulation, s'il y a besoin. C'est censé être vraiment une prise en compte des géométries de meilleure qualité, un échantillonnage entre les frames d'animation qui va être là aussi meilleur et qui va éviter les interpénétrations de géométrie par exemple. Là vous voyez que le temps de calcul est quand même un petit peu plus long, alors qu'on est quand même sur un calcul de 10 secondes, je vais repasser en 30 images par seconde, on fait le calcul, et là on a une simulation qui se passe pas mal, qui est même plutôt sympathique. Donc après, attention, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de régler tout ça, ça va dépendre bien entendu de la scène sur laquelle vous avez besoin de faire la simulation. J'arrête cette lecture-là, je supprime à nouveau la simulation, vous connaissez le principe. Je vais remettre la qualité de la simulation à 0,1, ça suffira largement. Et là par exemple, je vais faire un truc, c'est que je vais lui mettre une gravité plus faible. Donc là on est à 1 mètre par seconde par mètre carré, il me semble. Je fais commencer la simulation. Et là, du coup, vous remarquez quelque chose, c'est beaucoup plus lent. La raison pour laquelle c'est beaucoup plus lent, c'est que la gravité est moins importante, donc les objets sont moins rapidement approchés du sol. Et en plus de ça, l'impact que ça a, c'est que du coup, les objets vont avoir une tendance à voler un petit peu plus, un peu comme si vous étiez, par exemple, sur la planète Lune. Donc ça peut avoir un intérêt, justement, dans vos simulations, de baisser ou d'augmenter ce paramètre de gravité. Par contre, la contrepartie, c'est que vous remarquez que sur 8 secondes, la simulation n'a pas le temps de se faire. Je supprime la simulation, bien entendu comme d'habitude avec la tête de lecture au début, et là maintenant je vais faire le contraire, je vais lui mettre 100, est-ce que je peux mettre 100 au moins? Oui, 100 mètres de pression. Je vais lui dire de commencer la simulation, et là regardez, en fait ce qui se passe c'est que là maintenant c'est beaucoup plus rapide, les objets tombent au sol beaucoup plus rapidement, et en plus de ça, ils ont une tendance à être vraiment plaqués au sol très longtemps, la gravité est extrêmement forte sur eux, et du coup ils vont se balader aussi beaucoup moins loin. Donc ça, jouer sur ce paramètre de gravité, ça peut vous permettre aussi d'améliorer un peu la simulation, et d'avoir peut-être un rendu qui correspondra plus à ce que vous aviez imaginé. Par contre là, bien entendu, comme la gravité est beaucoup plus importante, la simulation s'est faite beaucoup plus rapidement, et les objets tombent sur le sol très rapidement. On continue, je vais lui remettre une valeur de base à 9, ça suffira largement. Je vais maintenant choisir de lui mettre une friction super élevée. La friction, c'est la capacité qu'ont les objets à se retenir les uns entre eux ou pas. Donc friction, c'est que les objets se frottent entre eux, et en fonction de cette valeur de friction qui pourrait correspondre à la rugosité d'une surface, les objets vont coller les uns avec les autres. Donc je fais commencer la simulation, et là vous voyez que les objets restent bien accrochés sur mon plan, ils ont une tendance à moins descendre que tout à l'heure. Je vais faire arrêter la simulation, je remets ma tête de lecture à 0, je la supprime. Je vais par contre faire le contraire maintenant, je vais mettre la friction à 0, je clique sur commencer la simulation, et là regardez, tout le monde glisse, et tout le monde glisse jusqu'au bout, et pensez que le sol présent ici, lui aussi est soumis à ces informations de simulation. Malheureusement pour l'instant, c'est une nouveauté à l'intérieur de Quichotte, on ne peut pas jouer sur des frictions différentes entre les objets, ce qui est un petit peu dommage. Ce sera pas mal effectivement à un moment donné de pouvoir avoir ces options-là, comme dans la plupart des logiciels de simulation. Là, du coup, effectivement, je peux arrêter la simulation parce que ils sont partis extrêmement loin. Si je lis l'animation, là vous voyez qu'ils partent et ils glissent. Et ils continuent de glisser comme s'ils étaient sur la glace. J'arrête la simulation, je la supprime, je vais remettre une friction, alors la friction, je me souviens plus, je crois qu'elle était à 1 environ, donc après jouer sur ce paramètre-là. Autre paramètre maintenant, c'est le rebond, donc je vais mettre un truc vraiment très abusif, pour que vous voyez ce que ça donne. Et voilà ce qui s'est passé. Là clairement en fait, ça a explosé. En fait, ce que j'ai mis comme valeur, c'est trop extrême, et du coup ça a vraiment explosé l'animation complètement.
Donc faites attention à ce paramètre-là, ne l'abusez pas non plus. Je vais supprimer tout ça, je recommence la simulation. Ça, c'est vraiment le rebond des objets les uns avec les autres. Et donc là, vous voyez qu'en fait, ils explosent et ils partent vraiment extrêmement loin. Donc même 3, c'est une valeur qui est bien trop extrême. Je vais lui mettre une valeur à 1. Commencer la simulation. Donc là, vous voyez qu'en fait, les objets rebondissent beaucoup plus, ne restent pas ni sur le plan, ni sur le sol, et continuent de rebondir indéfiniment. Donc ce paramètre-là, de la gérer pour éviter par exemple que vos objets se baladent un petit peu trop, c'est pas mal. Chose qui est dommage, c'est qu'on peut pour l'instant pas non plus animer ces paramètres-là. J'espère que ça viendra un jour dans Quichotte, et ça permettrait d'avoir des simulations qui seraient peut-être un petit peu plus intéressantes. Si on pouvait indépendamment jouer sur la friction, le rebond de chacun des objets, et aussi animer ces informations-là, ça permettra d'aller un petit peu plus loin. Je vais lui remettre une valeur de rebond plus faible. J'oublie que c'est des virgules. 0,2 par exemple. La friction, je vais la mettre à 0,51. Là, on est bien en termes de qualité de simulation et de temps maximal. Je supprime, je commence la simulation. Et donc là, ma simulation va se terminer. Et une fois que j'ai terminé, si la simulation me convient, et c'est le cas, pour ce que j'ai besoin de faire, tout le monde s'arrête avant 8 secondes, parfait. Je fais OK, ma simulation ici existe, j'ai juste besoin de la lire, et basta. Donc petit ajout à l'intérieur de Quichotte qui peut vous permettre d'aller un petit peu plus loin avec vos animations. Maintenant qu'on l'a fait sur quelque chose de simple, on va tenter avec quelque chose d'un petit peu plus complexe. Je vais faire une nouvelle scène, donc je vais faire fichier nouveau, ou file new si vous êtes dans la version anglaise. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer des modèles de la librairie et la bibliothèque qui est dans le cloud. Donc, normalement, si vous avez l'interface qui est dans la disposition d'origine, donc s'il n'y a pas la fenêtre de propriété et le chronographe, normalement, en fait, la fenêtre devrait se trouver par ici. Donc, c'est la barre d'outils, normalement, qui se trouve là. Voilà, mais elle est cachée, donc je vais venir ici, me remettre ici, donc elle est ici, hein, donc on peut venir là. Et en fait, ici, vous avez la librairie du cloud qui se trouve dans cette icône-là. Sinon, vous avez la possibilité de faire fenêtre, librairie du cloud, ce qui va vous ouvrir cette fenêtre-là, et du coup, ça vous permettra d'avoir la possibilité de venir dans la bibliothèque, récupérer des matériaux bien entendu, et je vous conseille d'aller y faire un tour parce qu'à l'intérieur, il y a plein de matériaux qui ne sont pas disponibles dans la bibliothèque de base, et il y en a un bon troupeau. Il y a aussi pas mal de petits environnements qui peuvent être cool, mais moi ce qui va m'intéresser, c'est ce qu'il y a dans Modèle, et dans Modèle, je vais prendre deux modèles, qui sont d'ailleurs ici dans la bibliothèque l'un à côté de l'autre. Je vais prendre la bouteille de café froid, je double-clique dessus, et maintenant ce que je peux faire, c'est faire Download. Donc si vous cliquez là-dessus, il va la charger directement dans votre fenêtre ici, qui est donc la fenêtre de modèle et dans la catégorie téléchargement. Donc je l'avais déjà téléchargée, hein, donc il me dit qu'elle existe déjà, est-ce que je veux l'écraser? Je dis oui, je ferme cette fenêtre, je prends mes Coffee Beans qui sont juste à côté, double-clic, download, là aussi il me télécharge. Bon, vous remarquez que je les avais aussi téléchargés, il me met le même message, je lui dis OK, et là du coup je n'ai plus besoin de ma bibliothèque, je vais fermer tout ça, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma bouteille de café, je double-clique dessus, ça me permet de la charger dans la scène, la voici, je l'aime vraiment bien, et d'ailleurs je vous conseille d'aller faire un tour sur ce fichier-là, parce qu'il y a vraiment des petites choses extrêmement intéressantes. Il y a une bouteille, il y a la capsule, il y a aussi le liquide, mais c'est surtout au niveau des matériaux dans lequel il y a vraiment des choses assez cool pour apprendre à faire des effets par exemple de buée comme ça, et aussi les petites gouttelettes, si par exemple vous voulez aller voir ce qui se passe dedans, dans le matériau glace, dans l'organigramme de matière, je vais vous le sortir ici. Voilà, on a donc matériaux avec condensation, il y a une étiquette ici avec un plastique qui permet donc d'avoir des taches,
ici, il y a un plaquage de texture ici, qui est le plaquage de texture pour l'étiquette, la vraie étiquette. Et ici, en termes de plaquage de texture, vous voyez, il y a cette espèce de texture de gouttes. Si j'appuie sur C pour que l'on passe en affichage uniquement des textures, vous voyez ce que c'est, ces gouttes? C'est ça. Et clairement, en fait, ça donne vraiment un aspect super cool à la bouteille. Donc je ne peux que vous conseiller justement d'aller faire un petit tour là-dessus. Et puis concernant, je vais remettre la fenêtre sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Concernant les gouttes d'eau qu'il y a sur la surface, hein, celle-ci, c'est tout simplement un déplacement avec des taches ici. Si j'appuie sur C, vous allez voir les taches, donc ça fait juste ça. Et ça, c'est ce qui permet de faire le déplacement et donc les gouttes d'eau sur la bouteille. Donc fouillez un petit peu dans ces bibliothèques d'objets déjà tout faits à l'intérieur de Quichotte, parce qu'il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes à apprendre en regardant les objets des autres. Donc après cette petite explication, je vais retourner sur mes modèles, je vais double-cliquer pour rajouter mes coffee beans qui sont présents ici. Les voici. Je vais les déplacer. Je vais être un petit peu abusif, je vais les tourner un petit peu pour qu'ils soient dans ce sens-là, je vais les tourner un peu comme ça, et puis je vais abuser encore une fois, je vais faire un petit dupliqué, histoire d'en avoir beaucoup plus. Voilà, je les superpose les uns avec les autres, je fais OK, et maintenant que j'ai chacun de mes éléments, on va pouvoir se poser la question de la simulation. Et donc là, du coup, c'est pas très compliqué, hein. Même si vous avez une scène complexe, j'ai juste besoin d'aller dans Outils, Simulation physique, ça m'ouvre la fenêtre de ma simulation physique, et là, je vais pouvoir faire le choix de qu'est-ce que je vais animer. Donc là, si je développe les informations, ici, vous voyez que j'ai Coffee Bottle, là, ici, j'ai Coffee Beans, dans lequel j'ai deux groupes de Coffee Beans, je vais cocher ces Coffee Beans pour qu'ils soient animés. Par contre, attention, ne cochez pas Coffee Bottle, sinon vous allez avoir des petits soucis avec. Ah oui, chose que j'ai pas précisé, la fenêtre ici, vous pouvez vous balader à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, si je coche tout, par exemple, et là, ici, si je laisse les paramètres par défaut et que je fais, même pas comme pièce, et que je fais commencer la simulation, vous voyez qu'il y a un petit calcul qui va prendre un petit peu de temps, là. C'est normal, puisque là, maintenant, on est dans une géométrie un petit peu plus complexe, on a des grains de café qui sont avec beaucoup de polygones, on a la bouteille sur laquelle il y a pas mal de polygones aussi, donc par rapport au plan et au cube que l'on avait tout à l'heure, il est évident que le calcul de la collision va prendre un petit peu de temps. Et là, regardez, en faisant comme ça, voilà, forcément, mes grains tombent comme si c'était des gros bouts vraiment pas du tout intéressants, donc du coup là, ici, ça n'a pas d'intérêt. Je remets ma tête de lecture à 0, Physics Simulation, je baisse un petit peu ça, et donc là du coup le coffee bottle, je vais absolument pas le prendre en compte, hein. Bien entendu, je ne prends que les coffee beans, je coche bien comme pièce, et là, vu que maintenant je demande que chacun des éléments soit des pièces indépendantes, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Ici, en termes d'images clés par seconde, je vais peut-être taper dans un 60 images par seconde pour avoir quelque chose de pas mal. Je ne vais pas mettre de temps de simulation maximale, je ne vais pas jouer sur la qualité de la simulation, je vais plutôt prendre le parti d'augmenter le nombre d'images clés par seconde qui va jouer aussi sur la fidélité de la simulation. Et ensuite, la gravité, je la laisse telle quelle, la friction et les rebonds, je les laisse telles quelles, ça fonctionne pour la plupart des objets durs. Et là maintenant, alors petite chose dont j'avais pas parlé, vous avez possibilité de vous mettre en ombré aussi, hein. On est en maillage ombré ou en ombré, si vous voulez rester en ombré, pourquoi pas. Et là maintenant, je vais faire commencer la simulation, par contre, attention, bien entendu, en fonction de la rapidité de votre ordinateur, hein, sa puissance, la simulation pourra prendre peut-être un petit peu de temps. Moi j'ai quand même un ordinateur sur lequel il y a pas mal de mémoire, il y a des grosses cartes graphiques, il y a un très gros processeur avec 128 cœurs de calcul, donc forcément la simulation va peut-être mettre moins de temps chez moi que chez vous. Donc prenez un petit peu de temps, si par contre c'est trop compliqué et que votre ordinateur n'en veut pas, simplifiez votre scène. Là moi j'ai dupliqué les coffee beans, pour qu'il y en ait beaucoup, ça n'est pas nécessaire d'en mettre autant, je peux très bien en mettre que un seul et ça suffit, et comme chacun des grains de café sont indépendants, vous pouvez même aller à l'intérieur du groupe et en sélectionner certains. On laisse la simulation se faire jusqu'au bout et on se retrouve à la fin. Alors sur cette simulation-là, je vous conseille de l'arrêter peut-être avant qu'elle veuille bien s'arrêter toute seule.
La problématique, c'est qu'il y a quand même en fait des géométries complexes qui font que du coup il peut rester des tremblements persistants pendant la simulation. Donc n'hésitez pas à cliquer sur arrêter la simulation. Et là du coup vous voyez qu'il me dit qu'on a un peu plus de 8 secondes. Je vais regarder ce que ça donne. Là vous voyez que du coup ils sont par terre. Ça bougeote un peu hein, si on regarde ici, vous voyez. Il y a des petits grains, les grains font gling 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 gling, ce qui est quand même pas extrêmement intéressant effectivement dans cette simulation là. Là l'intérêt en fait c'est juste vraiment de voir les grains tomber sur la bouteille et absolument pas après de les voir sur le sol, donc c'est pas dramatique. Donc la simulation pour moi est bonne, je fais OK, ça me permet donc vous le voyez maintenant d'avoir ces petits grains qui vont tomber sur ma bouteille, donc on va faire un rendu un peu comme ça par exemple. J'aurais peut-être pu les mettre un petit peu plus haut, ça aurait été plus intéressant. Et là, si je lis l'anime, là du coup on devine effectivement, je vais arrêter, là on devine que ils vont bouger et continuer de bouger un petit peu, donc je vais le laisser tel quel. Concernant l'animation, quand vous faites justement des animations comme ça, donc là vous voyez que les grains mettent quand même un petit peu de temps à tomber, donc n'hésitez pas par exemple des fois à revenir un petit peu. Donc si c'est par exemple pour une image fixe, n'hésitez pas effectivement peut-être à vous mettre comme ça, et après à faire le rendu avec l'image fixe, pour l'image fixe. Pensez à un petit truc justement quand vous faites des animations comme ça, n'hésitez pas à venir dans rendu et à ajouter le flou de mouvement, parce que sinon ça sera pas véritablement réaliste, donc n'hésitez pas effectivement à activer ce truc là. Par contre, la problématique du flou de mouvement, c'est que c'est une répétition des images clés, et donc du mouvement des images clés, donc ça peut faire un truc un petit peu flou, donc ça va dépendre de la vitesse de cette animation-là. N'hésitez pas, par exemple, si vous trouvez que c'est pas correct, revenez au début de votre animation, et en réglant les paramètres, vous pouvez peut-être faire des trucs un petit peu mieux, donc je vais retourner dans Outils, je vais retourner dans Simulation physique, dans Simulation physique, je viens supprimer cette simulation, et je vais faire le choix, par exemple, de faire la simulation avec une gravité inférieure. Donc je le fais avec une gravité à 1, je vais peut-être augmenter un petit peu la qualité de la simulation, je vais mettre un 0,5 par exemple, et ensuite je vais lui dire Coffee Bean en comme pièce, je vais lui dire de faire la simulation pendant peut-être 8 secondes, ça suffira largement je pense, je fais, quoique tout à l'heure il avait mis quand même pas mal de temps, je vais lui mettre 12 secondes, je fais commencer la simulation, donc là il va faire la simulation avec une gravité inférieure, la conséquence ça va être des objets qui vont tomber moins vite, et s'ils tombent moins vite, forcément le flou de mouvement sera moins important. La simulation est terminée, donc on va regarder ce que ça donne, donc effectivement ça tombe moins vite, même si ça tombe quand même. Là vous voyez que les grains continuent en fait de flotter et de bougeoter un petit peu, ça prend vraiment beaucoup de temps avant qu'ils s'arrêtent, malgré que j'ai augmenté la qualité de la simulation, qui normalement peut éviter d'avoir ces petits tremblements un petit peu trop longs. C'est quand même pas mal pour moi, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais jouer mon animation pour qu'on regarde si effectivement il y a moins de flou de mouvement, et effectivement vous voyez que le flou est un petit peu moins important que ce que l'on avait tout à l'heure. Bien entendu, il y en aura toujours un petit peu, hein, ça c'est clair. Mais après, si vous laissez un petit peu de temps à l'échantillonnage, ça permettra en fait d'avoir quand même quelque chose d'un petit peu moins violent que ce qu'il y a au début quand vous commencez à tourner. Là, effectivement, quand on fait ça, c'est vrai que c'est quand même un peu flippant quand même. Et du coup, avec le temps, vous voyez que l'espèce de bruit qui est présent ici peut vous permettre donc d'avoir quelque chose de quand même assez clean au niveau de ce flou de mouvement. Bien entendu, c'est un mouvement, donc s'il y a du flou de mouvement, forcément c'est un petit peu flou. N'hésitez pas justement quand vous faites ce genre d'animation là à aller dans Images. Moi je suis très fan du rendu photographique qui apporte quand même quelque chose d'un petit peu plus sympa en termes de rendu définitif. N'hésitez pas à venir jouer un petit peu aussi sur la courbe de réponse qui peut être pas mal en jouant sur du contraste élevé par exemple, qui peut donner quelque chose d'assez réaliste. N'hésitez pas à jouer un petit peu sur l'exposition aussi, jouer un peu sur la balance des blancs s'il le faut, jouer un petit peu sur le contraste, pourquoi pas.
Ensuite, moi j'utilise pas mal courbe, sur lequel je vais venir un petit peu modifier les informations qui concernent courbe, demi-ton, voilà, là pour booster un petit peu les choses, jouer un petit peu sur les impacts de lumière qui peuvent permettre de récupérer des choses en arrière-plan, vu que l'arrière-plan est assez clair. Ensuite, jouer un petit peu sur les impacts de surbrillance, ici. En termes de couleur, là, je ne vais pas jouer sur grand chose. Le débruitage peut vous permettre, donc c'est le denoising, hein, attention à ne pas confondre avec d'autres options. Là, moi, je vais pas l'utiliser parce que j'ai quand même un rendu qui se fait assez vite grâce à mon ordi. Ensuite, le flou, c'est plutôt un effet de glow, hein, qui va vous permettre d'avoir quelque chose d'assez sympa, un petit peu photographique. N'hésitez pas, en fait, à le booster un petit peu. Vous voyez, ça fait ce côté un peu sympa sur, voilà, les côtés un petit peu photographiques. Et après, vous pouvez jouer sur le seuil du flou pour qu'il se fasse pas de partout. N'hésitez pas à jouer un petit peu sur un petit vignettage. Et aussi jouer sur l'aberration chromatique. Faites super gaffe, par contre, l'aberration chromatique, si elle est trop importante, ça peut vraiment donner l'effet que le plan n'est pas du tout net, donc ça peut être un peu problématique. Pensez à la profondeur de champ sur votre caméra, et jouez sur la focale, directement ici. Donc là, vous voyez que du coup, ça me permet de rendre les choses assez floues, donc augmentez le f-stop, qui est donc l'ouverture, mettez quelque chose d'un petit peu plus élevé que la valeur de base, parce que sinon, du coup, ce sera vraiment beaucoup trop flou. Là, vous voyez que sur les côtés, c'est beaucoup trop flou. En fait, d'en avoir un petit peu, c'est logique, parce qu'il n'y a rien qui est véritablement complètement net, hein, dans la vie en photographie. Donc moi, ça m'arrive de l'activer, mais de mettre un f-stop quand même assez élevé, juste histoire d'avoir des petits bords floutés sur certains contours, et du coup, ça donne un petit peu plus de profondeur à votre image. Voilà pour tout ce qui concerne la simulation physique. On va passer maintenant à d'autres informations d'animation dans cette version 11 de Quichotte. Autre possibilité concernant les animations à l'intérieur de Quichotte en version 11, c'est la possibilité d'importer des fichiers de déformation au format alambic. Le fichier de déformation au format alambic, qu'est-ce que c'est? C'est un format d'export que vous allez pouvoir utiliser dans certains des logiciels de 3D du marché. Par exemple, moi j'utilise Maya et 3ds Max et ils sont capables d'exporter une animation dans ce format alambic. Le gros avantage de tout ça, c'est que ça va vous permettre de transformer des informations d'animation comme l'animation d'un personnage, et donc quelque chose sur lequel vous auriez fait un rigging et un skinning, et du coup cette déformation due au rigging et au skinning et à l'animation que vous avez fait sur le personnage va être transformée en fichier de déformation, c'est-à-dire que le logiciel de 3D fait une petite moulinette et transforme tout ça comme une déformation des points des polygones de votre géométrie, qui ensuite est tout à fait compréhensible par Quichotte et par d'autres logiciels, bien entendu, c'est le principe. Donc du coup, comment est-ce que l'on fait? Il faut bien entendu avoir un logiciel de 3D qui est capable de le faire, donc moi en ce qui me concerne, j'utilise 3ds Max, je vais aller dans File, Open, je vais aller dans mes fichiers de travail, dans les fichiers de travail, je vous ai mis Fichier 3D et je vous ai mis donc le 06 Anime 3D qui est présent ici, je double-clique, là il me dit blablabla, ok, et là du coup je me retrouve avec ce personnage qui est en train de breaker, tranquillou, il y a une petite anime de caméra mais qu'on récupérera pas à l'intérieur de Quichotte, et du coup là ici c'est un rigging et un skinning, hein. Si je sélectionne ma géométrie, si je vais là-dedans vous voyez bien qu'il y a un skinning, si j'appuie sur F3, et si par exemple je sors de ma perspective, je me rapproche, vous remarquez que là il y a des structures, donc pour les voir un petit peu mieux, je vais juste faire un clic droit, Hide Selection, et là effectivement vous voyez qu'il y a bien un squelette, donc c'est un rigging, et ensuite le personnage pour qu'il bouge, c'est un skinning, et en fait je vais faire un petit clic droit, Unhide All, en fait maintenant ce que je voudrais c'est exporter ça à l'intérieur de Quichotte, parce que je préfère aller faire le rendu dans Quichotte, c'est pas plus compliqué que ça. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner dans un premier temps mon perso, je vais juste, parce que je sais qu'il n'est pas hyper bien défini, je vais lui rajouter un petit modificateur Turbo Smooth, qui va me permettre de le lisser un peu mieux. Je vais peut-être lui mettre même un petit Turbo Smooth à 2 ici. Voilà. Et ensuite, j'ai juste à faire File, Exporter, donc je veux exporter la scène complète, bien entendu, pas uniquement ce modèle-là. Ici, j'ai un fichier que j'ai déjà généré, qui est le
06 anime 3D, alors je vais en faire un second, comme ça au moins, si je le fais mal, il sera sauvegardé correctement. Je fais sauvegarder. Alors je n'ai pas montré, mais en fait c'est bien simple, hein, quand vous faites exporter, il vous suffit d'abord d'aller chercher le bon format. Donc ça c'est tous les formats d'export. Moi ce qui m'intéresse c'est donc le format alambic.abc. Donc je choisis ce format-là, je lui dis de l'exporter en tant que 3D2, je fais sauvegarder. Et là ici dans les paramètres, quelles sont les petites choses que vous pourriez par exemple modifier? Alors les UV, je les exporte bien, la vélocité on s'en fout, Material ID on pourrait le garder, la visibilité ok, le nom du layer on s'en fout, le nom du matériau on s'en fout, Object ID on s'en fout, les attributs custom on s'en fout, les objets attributs on s'en fout, les splines comme des NURBS on s'en fout aussi. Il se peut ici que vous ayez Cleanup Mesh qui est désactivé, n'hésitez pas à l'activer, ça peut servir. Ensuite, là l'animation c'est pas une seule frame hein, que je veux exporter, c'est bien tout le segment actif, donc les 250 frames. Si par exemple vous l'exportez sur un autre segment, n'hésitez pas à le donner ici. Et ensuite, le format, je l'exporte en Ogawa, avec la hauteur qui est dans l'axe Y, c'est parfait, je fais exporter. L'exportation peut prendre un petit peu de temps en fonction de la complexité de votre géométrie, donc laissez-lui le temps de faire l'export. Alors moi là je le fais directement dans 3ds Max, mais on peut le faire dans Maya, on peut le faire dans Cinema 4D, dans Blender, etc. Le format ABC c'est vraiment un format maintenant qui est très développé. Dès lors que l'on a besoin d'exporter une animation, c'est le meilleur moyen de l'importer pour que ce soit compatible un petit peu avec tout. Là maintenant c'est exporté, alors juste pour vous donner un ordre d'idée, regardez quel est le poids du fichier. Donc le poids du fichier, donc ça c'est celui que moi j'avais calculé de mon côté, donc il fait 330 MB. Là celui qu'on vient d'exporter ensemble, il fait plus d'1 giga. La raison pour laquelle il est si lourd, c'est qu'en fait c'est un maillage qui est mis à jour toutes les frames, et comme il y a 250 frames, forcément c'est lourd. Et en plus de ça, moi j'ai eu la bonne idée de lui balancer un turbo smooth, c'est-à-dire un lissage de la géométrie en plus de ça, donc là forcément ça va être un petit peu lourd. Maintenant il suffit juste d'aller dans Quichotte. Dans Quichotte je fais Fichier, Importer. Je vais chercher mon format ABC de 1 giga. Je fais ouvrir, donc je pense pas que je vous les mettrai dans les fichiers de travail. Je mettrai celui qui est en basse résolution, pas celui qui est en haute résolution, parce que sinon vous allez avoir du mal à charger tout ça. Là, une fois que vous voulez faire l'import, voici les options qui sont appliquées, que vous allez pouvoir modifier. Donc au niveau scène, rien de particulier. Au niveau position, je centre la géométrie, je la fixe au sol. L'orientation est bien vers le haut en Y, ok. Au niveau de la géométrie, là, rien de particulier. Ensuite, environnement et caméra, ajuster la caméra sur la géométrie, pourquoi pas. Ajuster l'environnement sur la géométrie, pourquoi pas. Importer les caméras, je ne coche pas cette option-là. Les matériaux et structures, je m'en fous un petit peu. Au niveau animation, c'est l'animation entière, mais je peux demander une animation spécifique. Donc c'est bien l'animation entière. Et ensuite, les informations de courbe, là, il n'y a rien à modifier, donc je fais importer. Petite moulinette. Bien entendu, en fonction de la complexité du fichier et de sa lourdeur, ça risque de mettre un petit peu de temps. Donc moi, par exemple, tout à l'heure, le fichier de 300 MB a été assez rapide. Là, on a quand même un fichier de plusieurs centaines de mégas. Donc même, on a dépassé le giga, hein, donc 1 giga 3. Et là, du coup, maintenant, mon modèle est ici. Je vais juste coller ça pour qu'on voit un petit peu tout, parce que là, je vois pas vraiment tout dans ma fenêtre. Donc là, vous voyez qu'il y a une animation. Là, si je développe les informations du chronographe, vous voyez qu'il y a une animation avec plein de trucs dessus. À savoir que je vais fermer cette fenêtre d'animation. Ici, si je viens dans les paramètres, j'ai ici une caméra qui traîne. Cette caméra ne sert absolument à rien. Vous pouvez la virer. J'ai ici le rigging qui ne sert absolument à rien. Donc en fait, c'est les bones. Hein. Et là, vous voyez que les bones, lui, il ne les reconnaît absolument pas. Donc c'est toute la structure du rigging. Ça ne sert pas non plus, vous pouvez la supprimer. Maintenant, il ne me reste que mon modèle. Mon modèle, vous voyez que c'est un maillage déformable, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc là, j'ai la fenêtre des propriétés d'animation, je vais juste un petit peu la sortir pour avoir un petit peu de place. Parce que là, il y a effectivement du monde, et je vais ressortir ma fenêtre d'animation, elle est quand même utile. Fenêtre d'animation, mon petit
ce qu'ils appellent le chronographe et ce qui s'appelle la timeline normalement, et regardez, si je bouge ma timeline, j'ai bien mon animation sur mon perso, et du coup, ça me permet de ramener à l'intérieur de Keyshot des trucs un petit peu plus complexes que d'habitude en termes d'animation. Je vais aller coller ça là-bas. Je vais juste changer un petit peu la dimension de tout ça. Je vais me mettre en paysage. 1220 par 720 par exemple. Voilà. Je vais dézoomer un petit peu. Je lis cette petite animation, donc je pourrais la lire en temps réel, même si Keyshot va avoir un petit peu du mal à vous le mettre à jour. Et donc du coup c'est une pure animation de perso, et ça du coup pour vous permettre de faire des rendus à l'intérieur de Keyshot, ça peut être assez cool. Là après pour finaliser tout ça, par exemple, ce que je pourrais faire c'est faire éditer, ajouter une géométrie, surface de sol. Il y a juste ici, je vais modifier un petit peu la dimension, je vais mettre 1000. Comme ça, j'aurai quelque chose d'un petit peu moins grand. Parce que Keyshot est un peu chiant pour ça, c'est que quand vous avez des écrans assez grands, il a une tendance à vouloir récupérer en fait des résolutions sur les écrans d'à côté. Et du coup, moi, comme j'ai la taille de 3 écrans, il veut se barrer sur le côté. Et là, du coup, comme j'ai mis mon sol, mon petit ground plane ici, je peux venir sur outils de déplacement et je peux le déplacer pour qu'il ait bien les pieds qui touchent le sol. Si vous avez ce petit trait noir, n'hésitez pas à aller dans matière. Et ici, dites-lui d'attacher la géométrie sous le sol. Comme ça, ça évite de voir en dessous et que ça fasse cette espèce de trait un peu moche. Et puis après, n'hésitez pas à aller peut-être faire des petites modifs globales sur le matériau. Là, vous verrez, dans le dossier, il y a des textures, mais les textures, elles n'ont pas l'air de se plaquer correctement. Si je vais dans diffus ici, et si je vais dans mes textures là-dedans, vous voyez que là, il applique la texture en mode boîte, il faut que je le mette en mode UV. Et après, il y a des choses qui fonctionneront pas parce que les chaussures, c'est une géométrie séparée. Alors après, si j'ai un conseil à vous donner, peut-être dans le fichier 3D, quand vous savez par exemple qu'il y a des UV qui vont peut-être un petit peu déconner, n'hésitez pas par exemple à séparer les géométries et à exporter de manière indépendante. Là, j'aurais mieux fait d'exporter la casquette et les baskets à part. Comme ça m'aurait permis ensuite de mettre d'autres textures, parce que globalement, dans les fichiers, vous remarquez qu'il y a les baskets ici, qui, elles, sont un fichier à part. Là, vous voyez que du coup, là, les baskets, ici fonctionnent bien, mais du coup, le reste ne fonctionne pas. Donc, ça, malheureusement, il faudra faire des petits mix un petit peu avec tout ça. Là, le but du jeu était pas de vous fournir un perso complet. Le but du jeu était de vous montrer qu'on peut importer des formats ABC sans aucun problème à l'intérieur de Keyshot maintenant. Pour vous donner un ordre d'idée sur ce que l'on peut faire aussi, j'ai par exemple fait l'animation d'un alien avec une simulation de vêtements par-dessus, animation qui a été faite dans Maya. Et donc j'ai fait un export en alambic. Je vous montre ce que ça donne. Donc c'est dans les fichiers de travail, vous avez ici le cache simu close perso, qui est un petit peu moins lourd que le truc de tout à l'heure. Je fais ouvrir, même principe que tout à l'heure avec l'importation dans Keyshot. Et donc, voici le perso. Voici la petite anime. Donc la petite anime, vous voyez qu'elle n'est pas extrêmement grande, ça fait que quelques secondes. Si je lis l'anime, vous voyez ce que ça donne. J'ai bien la simulation de vêtements, l'animation du perso, tout ça à l'intérieur de Keyshot. Donc ça, c'est vraiment cool parce que ça permet vraiment d'avoir des rendus un peu plus complexes à faire à l'intérieur de Keyshot. C'est pas juste les animations et les capacités d'animation de Keyshot, ça peut être des choses qui viennent de l'extérieur et vous allez regrouper tout ça uniquement dans Keyshot pour faire le rendu, parce que certaines personnes aiment bien faire le rendu dans Keyshot, j'en fais partie. Je préfère faire des rendus dans Keyshot que dans Maya ou dans 3ds Max par exemple avec d'autres moteurs de rendu, parce que c'est un moteur qui me plaît, c'est un moteur qui est rapide. Pas rapide dans le rendu, mais rapide à créer les matériaux, les lumières, etc., etc. Dernière chose concernant les animations, l'animation de la luminosité de l'environnement. Donc dans les versions précédentes de Keyshot, il y avait eu des ajouts sur l'animation de la rotation de l'environnement, l'animation aussi lorsque l'on choisissait le soleil de l'arc du soleil, et maintenant vous avez la possibilité d'animer la luminosité. Pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher le fichier 07 moto, donc c'est cette moto-là.
Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble, c'est une moto que j'ai modélisée moi en cours avec mes élèves. Donc il n'y a absolument pas de limitation sur l'utilisation de cette moto-là, si vous voulez aller faire des textures dessus, et l'utiliser même pour faire des présentations sur des rendus sur Keyshot, il n'y a absolument aucun problème, je vous l'autorise. Donc là, c'est pas extrêmement compliqué, il va vous suffire juste de venir sur l'environnement, peu importe bien entendu l'environnement que vous choisissez. Si par exemple là, donc ça c'est cet environnement-là qui est dans la scène, mais je peux venir chercher un environnement outdoor par exemple. Je vais prendre l'Aversys Industrial, celui-ci. Je peux décider par exemple que l'environnement, ce soit l'environnement lumineux qui est présent ici, ce qui peut me permettre de faire un truc assez cool. Je vais juste venir dans ma caméra, je vais modifier la focale, je vais mettre une focale de 80 mm par exemple. Voilà, un petit truc comme ça. Et du coup, pour l'animation, c'est assez simple de le faire, il vous suffit d'aller dans les paramètres d'environnement, venir sur l'environnement que vous voulez animer, vous venez ici sur les paramètres d'environnement, un petit clic droit, ajouter une animation. Donc il y a l'arc de jour, ciel et soleil, il y a la rotation de l'environnement, donc chose que l'on connaissait déjà, et il y a maintenant la possibilité de faire l'animation de la luminosité de l'environnement. Donc en fait, il vous suffit juste de venir cliquer sur cette option-là, il y a les propriétés de l'animation ici qui devraient apparaître, je vais sortir le chronographe, donc ce que l'on appelle aussi la timeline en anglais, que je vais venir déplacer ici pour que l'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Je vais la réduire un peu parce qu'elle prend beaucoup de place cette fenêtre. Voilà, comme ça, je n'hésite pas à zoomer, dézoomer, et là du coup vous voyez qu'il y a une animation de 5 secondes, si je fais jouer ma tête de lecture, vous voyez que là l'environnement devient plus sombre, et à la fin, il n'y a plus de lumière du tout, et il n'y a que la lumière à l'intérieur du feu de la moto. Si vous avez besoin de faire des modifications, puisque là par défaut ça vous fait une animation de la luminosité de 1 à 0, et aussi une durée de 5 secondes, il vous suffit de sélectionner l'animation, vous avez ensuite les propriétés de l'animation qui sont ici dans ces propriétés-là. Là vous avez la luminosité de l'environnement qui est en environnement simple, avec un gain de départ à 1 et un gain de finale à 0. Vous pouvez choisir aussi d'être en avancé, ce qui là va vous permettre d'avoir cette courbe-là pour faire des modifications sur la courbe, pourquoi pas. Moi je vais rester sur du simple. Et ensuite, si par exemple vous voulez que l'animation dure plus longtemps, n'hésitez pas à lui dire que la fin est à 10 secondes par exemple, ce qui fait que là ça me permet d'avoir quelque chose qui dure un petit peu plus longtemps, donc on part à 0, et ensuite on part à 1, et ensuite on va à 0, et il n'y a plus personne. Donc voilà, pas quelque chose de très compliqué, ça peut vous permettre là aussi d'ajouter une touche supplémentaire d'animation sur vos scènes à l'intérieur de Keyshot. On va continuer avec ce modèle-là pour la suite. Je vais juste fermer ici la fenêtre des propriétés de l'animation, sélectionner l'animation de l'environnement et la supprimer puisque je n'en ai pas besoin. Et ensuite, on va regarder ce qui va concerner l'export au format CMF. Cet export, en règle générale, sert pour les gens qui bossent dans le design, souvent le design de chaussures par exemple, ou le design de vêtements, pour exporter des informations qui concernent des coloris et des types de matériaux qui sont appliqués sur les modèles. Donc là, j'ai pas véritablement ni une chaussure, ni par exemple un vêtement, j'ai pour l'instant que la moto que nous avons utilisée dans la leçon précédente, mais vous pouvez le faire sur à peu près tout, même si après je vous montrerai un autre exemple avec un modèle qu'il y a à l'intérieur de la bibliothèque de Keyshot. Là, si par exemple vous avez besoin de préconfigurer les exports de votre CMF, vous avez dans Outils, ici, une option ici qui s'appelle Gestionnaire d'informations de matière. Lorsque vous allez cliquer là-dessus, ça va vous permettre d'ouvrir une fenêtre qui va avoir les informations de chacun des matériaux qui sont présents dans la bibliothèque de Keyshot, mais vous avez aussi un onglet qui est spécifique à votre projet. Lorsque vous cliquez là-dessus, là vous remarquez que maintenant on a chacun des paramètres qui concernent les matériaux qui sont sur cette géométrie-là. Et ici, j'ai la possibilité de rajouter des informations de couleur spécifique, finition, matériaux, le vendeur du matériau par exemple, l'image de référence et même rajouter des notes. Et je peux même venir sur ce petit engrenage ici pour me permettre de rajouter des éléments supplémentaires. Donc là par exemple j'ai le nom, je ne peux rien changer. La couleur, c'est un texte, mais je peux décider par exemple que ce soit une image.
La finition, c'est un texte aussi, mais je peux choisir aussi que ce soit une image. Les matériaux, pareil, etc., etc. Et l'image de référence, c'est bien entendu une image. Je peux tout à fait décider d'enregistrer des schémas spécifiques, en sauvegardant ensuite ici. Je peux supprimer des schémas existants. Je peux ici mettre à la poubelle des petites choses, par exemple des propriétés qui me conviennent pas. Par exemple, le vendeur, je m'en fous, je vais supprimer le vendeur. La note, ça peut me servir, le matériau, ça peut me finir. La finition, ça va me servir à rien, je vais l'enlever. Et ensuite, je peux très bien rajouter des choses supplémentaires, cliquer là-dessus. Je peux venir sur le nom et dire fabricant, par exemple, et le fabricant, ça peut être un texte. Et après, vous pouvez décider qu'est-ce qui est affiché ou ne pas affiché là-dedans. Ensuite, je peux sauvegarder. Alors, je vais pas sauvegarder directement là-dessus. Ça peut être mieux, effectivement, de faire un nouveau schéma. Et ensuite, si vous voulez sauvegarder, vu que maintenant j'ai une configuration spécifique, je clique sur la disquette, et là, je peux l'appeler schéma perso. Je fais OK, et maintenant j'ai le choix entre schéma perso, ou alors les éléments par défaut. Et après, bien entendu, vous pouvez venir dessus et vous pouvez venir faire des modifications. Donc après, je peux faire OK, et là, du coup, ça m'a changé les choses. Et maintenant, ce que vous avez besoin de faire, c'est pour chacun des éléments des matériaux, vous allez devoir définir chacun des emplacements que vous avez notés là-dedans. Donc par exemple, couleur, là ici, je vais l'appeler blanc. Le matériau, c'est auto-illumination. La référence d'image, je peux cliquer là-dessus, donc je double-clique. Ça me permet d'ouvrir cette fenêtre-là. Là, je peux choisir de faire un rendu à partir du rendu du matériau dans la bibliothèque, ou alors je peux choisir une image custom et aller charger une image moi-même. Donc là, en l'occurrence, je vais rester sur un render thumbnail, je fais appliquer, là il fait le rendu de cette image-là. Ensuite, le fabricant, je vais l'appeler, je sais pas, Philips par exemple, et en termes de notes, c'est matériaux, donc vous pouvez écrire ce que vous voulez, matériaux, auto-illuminescent, et ensuite il vous suffit de rentrer les descriptifs de chacun de ces matériaux-là. Donc je vais pas le faire tous les matériaux tous les matériaux en temps réel devant vous, je vais les remplir au fur et à mesure, et on se retrouve à la fin de ce remplissage. Voilà, j'ai rempli quelques caractéristiques de cette scène-là. Concernant justement les images de référence, je vais double-cliquer juste pour vous montrer. Sachez que ici dans les rendus, par défaut c'est en disque de matière, mais rien ne vous empêche de choisir de mettre d'autres disques, d'autres éléments de rendu. Donc par exemple ça peut être un drapé en tissu, et là du coup j'aurai un drapé en tissu à la place du disque, donc ça peut être pas mal. Là par exemple pour la carrosserie, le disque de matière c'est pas mal, mais des fois la bulky shot peut être peut-être un petit peu plus intéressante pour ce genre de matériaux-là. Batterie noire, c'est pareil. Là, voilà, je vais lui mettre un truc de bulky shot de la même manière. Le vert ici, c'est du vert de cette manière-là. Je vais peut-être choisir de mettre autre chose. Là, vous voyez que par exemple, sur ce genre de rendu là, c'est pas ultra compréhensible. Le chrome, ça je pourrais le mettre sur une bulky shot aussi. Le titane, pareil. Et le caoutchouc, pareil. Ensuite, je vais pas rentrer tous les fabricants, ça n'est pas nécessaire. Et les notes, c'est donc les notes que vous voulez bien rentrer. Une fois que vous avez géré tout ça, vous pouvez bien entendu fermer la fenêtre. Bien entendu, si vous voulez revenir dessus, cliquez là-dessus, gestionnaire d'informations de matière, projet, et là vous voyez qu'il a tout sauvegardé. Et une fois que tout ça est fait, maintenant on peut se poser la question de l'export au format CMF. Alors attention, ça n'est pas quelque chose que vous allez retrouver dans Fichier, Exporter, c'est quelque chose qui va se retrouver dans Rendu. Donc je fais Rendu, Rendu, ça m'ouvre mes paramètres de rendu, et là regardez, vous avez l'export en CMF, donc je choisis cet export-là. Là je peux choisir l'orientation en portrait, en paysage, donc moi j'ai fait un rendu ici qui est en paysage, donc je vais le respecter. Après ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez pouvoir faire des exports CMF avec diverses vues de caméra par exemple, si vous en avez envie, il n'y a absolument aucun souci. Le nom ça s'appelle moto, je choisis l'endroit où est-ce que ça va s'enregistrer,
Donc je vais cliquer sur ce dossier, je vais venir dans mes fichiers de travail, je vais l'enregistrer directement à la racine de mes fichiers de travail. Le format d'export ici, vous pouvez choisir que ce soit du PNG ou du JPEG. Vous avez ici la résolution sur laquelle vous pouvez aller. Alors le rendu par passe, etc., ça n'a aucun intérêt. Ensuite, vous avez ici configurer les légendes, donc je peux cliquer là-dessus, et là ensuite ça va me permettre justement de choisir quelles sont les légendes que je vais donner. Donc là par exemple vous voyez que il y a la possibilité de venir choisir justement quels sont les endroits où j'ai ces différentes légendes. Donc soit vous faites un rangement par matière, soit vous faites un rangement par élément, donc je peux le faire par matière. Et dans un premier temps, déjà, je pourrais lui dire de générer des numéros de légende. Donc je vais cliquer là-dessus, il y a une petite moulinette qui va se passer. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir justement où est-ce que je vais mettre ces différentes légendes. Donc ça n'est pas nécessaire d'aller mettre des légendes sur tous les éléments qui sont présents ici. Par exemple, je pourrais aller mettre une légende sur le pneu avant. Donc je choisis pneu avant, et là vous voyez que du coup il me génère cette légende-là. Ensuite, je peux lui dire poignée, et là du coup il va me générer cette légende-là aussi. Ou alors si la poignée ça m'intéresse pas, je pourrais choisir d'aller chercher peut-être les plates, c'est-à-dire les plates qui sont les cale-pieds qui sont ici. Ensuite, j'ai la possibilité de faire une légende pour le carénage. Pour la jante arrière, le moyeu, ça n'est pas nécessaire, donc je vais pas le mettre. La béquille, s'il le faut. Donc là, vous voyez que les légendes, en fait, s'attachent à des matériaux. Donc si les matériaux sont similaires, bah du coup, en fait, il va vous faire une liaison vers le numéro en question. Ensuite, le siège, par exemple. Ensuite, je pourrais mettre la fourche. Et la fourche, vous voyez que le lien est vers la 5e. Donc du coup, en fait, ce qui n'est peut-être pas intéressant, c'est peut-être la jante elle-même, je vais peut-être l'enlever, comme ça en fait ça évitera d'avoir des trucs dans tous les sens, et là du coup vous voyez qu'il me le met dans ce sens-là. Donc en gros vous avez compris le principe, vous allez choisir quels sont les éléments qui vont apparaître à quel endroit, et ce qui va vous permettre d'avoir ces différentes légendes qui concernent en fait la caractéristique du matériau lui-même. La couleur des légendes, vous pouvez la changer, c'est-à-dire que si par exemple vous voulez que la couleur soit blanche, faites-le. N'hésitez pas aussi peut-être à venir chercher la pipette pour peut-être aller pipetter en fait différentes couleurs aussi à l'intérieur de votre scène. Il se peut que vous ayez besoin de cliquer sur le bouton générer les numéros de légende, donc là il les a générés, et ensuite la disposition peut être verticale, mais vous pouvez choisir horizontale aussi, donc là en l'occurrence dans cette image là c'est mieux en verticale. Et une fois que tout ça est fait, vous allez pouvoir fermer cette fenêtre-là, et ensuite, vous allez juste cliquer sur « Rendu ». Donc bien entendu, ça va nécessiter que vous choisissiez aussi qu'est-ce qui va faire le rendu. Je fais rendu, il y a un petit rendu qui se fait, donc bien entendu, laissez-lui le temps de faire le rendu, sinon ça va pas le faire. Le rendu est terminé, donc je valide la fin du rendu. Et ensuite, si vous allez à l'intérieur de vos fichiers de travail, vous remarquerez que vous avez un dossier qui s'appelle Moto16. Je double-clique dessus. Pensez bien à valider le rendu. Et là maintenant, j'ai un fichier HTML avec une image aussi à côté. Donc si je vais dans le fichier HTML, je double-clique. Ça m'ouvre mon navigateur internet. Et là, regardez, j'ai le descriptif de chacun de mes éléments de matériaux avec la petite vignette, avec le nom de la partie que j'ai désignée, avec la couleur, le matériau, l'image de référence, le fabricant et les différentes notes. Et donc il a bien pris en compte ce que j'ai mis en place au départ dans mon gestionnaire des caractéristiques de matériaux, et ça m'a permis de sortir ce fichier HTML. Donc ça, il y a vraiment que dans des secteurs très particuliers où on utilise ce genre d'export-là, mais si par exemple vous faites partie des secteurs de la confection, de la création de chaussures par exemple, ou encore peut-être d'autres secteurs dans lesquels vous avez besoin de sortir ces caractéristiques de matériaux, c'est une fonction de Quichotte qui peut être intéressante. À l'intérieur des fichiers que vous allez pouvoir retrouver dans la fenêtre de bienvenue que vous avez au démarrage de Quichotte, ou alors si vous allez dans Aide et Messages de bienvenue, vous avez ici, pardon j'ai cliqué un peu vite, je vais le refaire,
vous avez ici cette basket New Balance qui est déjà grandement paramétrée justement pour l'export en CMF. À l'intérieur, il y a des petites choses qui vont concerner les caméras, c'est-à-dire que vous avez la vue arrière, front, bottom, top, média, latéral, etc., etc. Il me semble que ici, dans les setups de scène, là ici, si je viens dans la barre latérale de modèle, donc là, a priori, il n'y a que ce jeu de modèle là, mais du coup, vous pouvez aussi créer des CMF avec des jeux de modèles, comme on a pu voir dans les tutos précédents de Quichotte. Si vous avez besoin d'avoir des modèles sets pour, par exemple, une présentation en Quichotte XR ou une présentation avec le web viewer, par exemple, il peut y avoir des petites choses à mettre en place là-dedans qui pourront être assez pratiques. Donc là, on a un fichier qui a déjà été paramétré. D'ailleurs, si je vais dans Outils, et si je vais dans Gestionnaire d'informations de matière, Projet, là vous remarquerez qu'il y a pas mal de petites choses. Donc là, il y a ici toutes les couleurs, il y a ici le nom des matériaux, donc là c'est des noms de matériaux qui sont vraiment spécifiques à ce secteur-là. Il y a des images ici qui sont des images particulières. Et du coup, comme là tout est paramétré, si maintenant je décide, par exemple, d'aller dans rendu, je choisis mon export en CMF, paysage, portrait, donc on est ici en paysage, ici sur la configuration, donc je vais lui dire d'aller enregistrer dans nos fichiers de travail, ça sera un petit peu mieux. Donc dans nos fichiers de travail, je vais sélectionner un dossier, le nom ici, je vais l'appeler New Balance, CMF New Balance. Ensuite, je peux venir configurer les légendes ici, et là du coup, vous voyez quelle est la mise en place de ces légendes-là. Donc vous voyez qu'est-ce qui a été coché ici pour nous permettre d'avoir tout ça. Donc ça, c'est cool parce que du coup, si par exemple je décide de rajouter ce truc-là, ça va me rajouter, voilà, vous le voyez, une petite ligne supplémentaire. N'oubliez pas de générer les numéros de légende. Des fois, en fait, quand vous changez ici aussi les ordres, par exemple, si Lace, je l'enlève, pensez bien à régénérer ici, parce que du coup, l'ordre va du coup changer, ça peut être pas mal. Ici, je peux passer bien entendu en horizontal s'il le faut, ce qui peut être des fois un petit peu plus lisible que ce que j'avais. La couleur des légendes, là par exemple, je pourrais décider de faire un truc peut-être un petit peu plus flashy dans les orangés aussi, pourquoi pas. Ok ? Une fois que ça c'est fait, bien entendu, comme d'habitude, je fais un petit rendu. Donc là, je localise bien à l'intérieur de mon dossier. Je lance le rendu. Donc là, on est sur une qualité de modèle vraiment sympathique. Et du coup, c'est ce que l'on peut avoir besoin de faire quand on est dans le secteur de la chaussure. Et ensuite, lorsque le rendu sera terminé, on aura un petit dossier. Donc si je vais dans les fichiers de travail, vous voyez que j'ai un dossier CMF New Balance qui est apparu. Par contre, tant que le rendu n'est pas terminé, il va pas se passer grand chose à l'intérieur. Je valide. Et là du coup, j'ai bien mon petit HTML avec mon image, avec là ici à l'intérieur, vous voyez, ça c'est les images de référence qui ont été utilisées à l'intérieur des caractéristiques de matériaux. Et maintenant, si je double-clique sur mon New Balance HTML, donc là vous voyez que le rendu est quand même relativement petit parce qu'il y a pas mal de caractéristiques de matériaux qui sont affichées. Et là du coup, ça permet d'avoir ces caractéristiques spécifiques sur mon modèle 3D. Et du coup, pour certains secteurs de l'industrie, de la mode, de la chaussure, ça peut être utile d'utiliser ça. On a fini avec le CMF, on regarde la suite. Pour finir avec les exports qui concernent le format 3MF. C'est un nouveau format spécifique aux imprimantes qui sont capables de gérer les impressions de différents matériaux et différentes couleurs. Là, la basket, en l'occurrence, elle fonctionnerait très bien pour cet exemple-là, donc on va partir sur la basket. Donc là, pour faire un export au format 3MF, c'est très simple. Vous allez dans Fichier, Exporter, et vous allez choisir Exporter au format 3MFL. Je clique sur cette option-là, je choisis le nom du modèle, alors je vais changer le nom du modèle, juste histoire d'en avoir un autre, je fais enregistrer, et là j'ai cette petite fenêtre qui s'ouvre, qui me donne des informations de dimension, donc on est à 10 cm par 14 par 30, ça paraît relativement cohérent pour la taille d'une chaussure. Ensuite, s'il y a des textures que vous devez exporter dans ce format-là, vous avez la possibilité de modifier la résolution de la texture,
les échantillonnages spécifiques à cet export-là. Donc ça, c'est, vous le voyez, si vous laissez la fenêtre, c'est défini le nombre d'échantillons utilisés pour le baking des textures et l'anti-crénelage de celles-ci. Je vais baisser cette valeur-là, comme ça me permettra d'avoir quelque chose d'assez léger. Et là, en l'occurrence, je vais même mettre un 160 dpi pour la résolution des textures. Peut-être que l'export se fera un petit peu moins lentement. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de décider que ce que l'on privilégie, c'est la géométrie ou les textures, donc vous pouvez cocher l'une ou l'autre de ces options-là. Et si par exemple vous avez des matériaux qui ont des effets de translucence et de profondeur, notamment sur les matériaux de verre ou certains matériaux de plastique, ça peut être pas mal de cocher cette option-là. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste besoin de faire export. Il y a une petite moulinette. Donc là, il y a un développement un petit peu de tout ce qui concerne les UV spécifiques de ce modèle-là. Il y a ensuite ici une phase de baking, c'est-à-dire on réinterprète les textures pour que ça devienne des informations qui vont être potentiellement traitées par le format 3MF pour les appliquer directement ensuite sur votre imprimante 3D. Une fois que ce baking est terminé, il y a la petite phase d'enregistrement du fichier 3MF. Donc là, la raison pour laquelle ça va relativement vite, c'est que j'ai choisi un taux d'échantillonnage assez faible. Bien entendu, si vous augmentez les échantillons et si vous les laissez à 16 par exemple, qui était le paramètre de base, ça va être un poil plus long pour ce modèle-là, qui est quand même relativement complexe. On lui laisse finir son baking. Et du coup, une fois que le format 3MF sera exporté, donc je vais aller faire un petit tour dans mes fichiers de travail ici. Donc là, par exemple, c'est le 3MF que j'avais enregistré moi de mon côté. Normalement, le nôtre va arriver dans un moment une fois qu'il aura fini. Donc là, vous voyez qu'il y a l'export ici qui est en train de se faire. Donc il devrait m'écrire le fichier dans quelques instants. Voilà, le fichier arrive. Vous voyez qu'il y a cette icône-là qui est un icône que comprend Windows. Il comprend que c'est un format pour des imprimantes 3D. Donc le fichier est bien sorti. Maintenant, il vous faut forcément une imprimante qui est compatible avec ce format-là. Si vous ramenez ce format-là dans une imprimante non compatible, vous n'aurez une imprimante non compatible, vous n'aurez pas cette retranscription des couleurs et des matériaux. Moi, sur le marché, même si je les utilise pas, les seules imprimantes que je connaisse qui sont capables d'imprimer différentes couleurs, c'est les Stratasys, et ils ont un logiciel qui s'appelle GrabCAD Print, qui est celui-ci, dans lequel vous avez la liste des différentes imprimantes qu'ils utilisent, qu'ils produisent. Vous avez des imprimantes classiques qui ne sont pas compatibles avec les impressions de couleurs, et vous avez les PolyJet qui, elles, sont compatibles. Là, je vais pas vous apprendre à utiliser ce logiciel-là, c'est pas le propos, d'autant plus que sur ça, je suis pour l'instant pas suffisamment compétent. Mais maintenant, si vous voulez voir effectivement que le format est bien compris, je vais venir ajouter des modèles, je vais venir prendre mon modèle qui est présent ici, je fais ouvrir. Forcément, comme c'est un modèle en 3D avec un volume et une certaine définition, l'import peut prendre un tout petit peu de temps. Le modèle est importé, et là on voit effectivement que il y a bien la prise en compte des textures, des différences de matériaux. Donc là, ce matériau-là, le matériau qui est présent ici, les textures sur les lacets, la texture sur l'avant ici. Donc là, on a une interprétation qui est quasiment parfaite de notre modèle, qui était un modèle 3D. Bon, par contre, au niveau de la dimension, on n'est pas bon du tout concernant le plateau de cette imprimante-là, mais c'est là où vous voyez que ce format-là est compatible avec ces types d'imprimantes chez Stratasys. Donc, j'en dirai pas plus sur le format 3MF, puisque c'est un secteur sur lequel, pour l'instant, je n'ai absolument pas les compétences pour aller au-delà, et puis c'est pas du tout le propos de cette formation-là. Là, c'était juste pour vous parler de ce nouveau format d'export à partir de Keyshot. On va pouvoir maintenant passer à la dernière nouveauté à l'intérieur de Keyshot 11. Je vous ai dit des conneries, en fait, c'était pas la dernière. En fait, il nous reste encore deux nouveautés à voir. Il va y avoir donc le 3D Paint qui va vous permettre de peindre directement vos textures sur vos modèles à l'intérieur de Keyshot. Mais avant ça, on va déjà parler d'une autre nouveauté, c'est le Web Viewer. Quelque chose de pas très compliqué à mettre en place. Le Web Viewer, c'est quelque chose que vous allez retrouver directement ici dans Fichier, et c'est téléchargé vers la visionneuse Web Keyshot. Donc, si vous cliquez là-dessus, ça vous permet d'exporter les informations de votre scène, donc en fonction de comment est-ce que vous avez mis en place votre scène, si par exemple il y a des variations de matériaux, s'il y a des variations d'environnement,
Un peu comme quand vous faites une présentation avec Keyshot XR par exemple, ou une présentation classique ici, eh bien toutes ces informations-là vont pouvoir être exportées donc sur ce que j'appelle le web viewer, mais c'est pas exactement le web viewer, c'est la visionneuse web, mais le terme est à peu près le même. Là en l'occurrence on peut afficher les options avancées qui me permettent de donner les informations maximales de résolution de l'environnement, maximale des textures, et maximale de la compression des textures, c'est-à-dire si c'est du JPEG, on peut jouer sur une compression plus ou moins grande. On peut faire en sorte de, alors ils appellent ça durcir les textures, c'est en fait augmenter un petit peu leur contraste. On peut demander que ce soit des textures qui soient adaptées au mobile, et ça par exemple si vous regardez sur un téléphone portable, ça peut être pas mal. Vous pouvez rajouter un mot de passe pour sécuriser votre fichier, et ensuite une fois que vous avez fait ça, donc là vous voyez qu'il y a une espèce de cloud storage de 10 Go par exemple, je peux cliquer sur ensemble, qui va permettre de faire une création de l'ensemble, et une fois que cette création de l'ensemble est faite, on pourra le télécharger en cliquant sur le bouton. Donc là il nous dit que ça va prendre 92 mégas sur le stockage. Ici j'ai un petit historique, si je clique dessus ça me permet de voir ce qui s'est passé au niveau de l'assemblage de cette scène là. Et ensuite j'ai juste besoin de faire télécharger. Il y a une petite moulinette, ça me permet de voir qu'est-ce qui est exporté. Donc là attention, c'est des choses qui sont exportées sur un drive sur lequel vous n'avez pas d'accès hormis le lien qui va être exporté à partir de cette visionneuse. Vous allez pouvoir ensuite partager ce lien pour aller le voir sur un téléphone portable ou sur votre ordinateur. Mais du coup, c'est pas quelque chose qui va vraiment être stocké dans un endroit sur lequel vous allez pouvoir revenir. Je lui laisse finir le truc. Donc là, il a l'air d'avoir fait effectivement l'upload. Et regardez, si vous avez le lien, vous avez la possibilité de le copier dans le presse-papier. Et si maintenant je vais ouvrir une page internet, j'ouvre mon navigateur, je fais un copier-coller de ce qui m'a été défini par ce qui m'a été donné par Keyshot, je valide avec entrée, et regardez, il y a une petite moulinette. Alors en fonction de la complexité de la scène, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Vous avez aussi la notion de votre connexion internet qui va forcément avoir un impact sur le visionnage de tout ça. Donc là, vous voyez qu'il met un petit peu de temps quand même à construire tout ça. Ça ne m'empêche pas de tourner autour du modèle. Donc là, on est comme à l'intérieur de Keyshot, hein. Un clic gauche pour tourner autour du modèle, un clic du milieu pour se déplacer, un coup de molette de souris pour zoomer, dézoomer. Là, le modèle a l'air d'être à peu près chargé. Le seul truc que je reproche à cette visionneuse, c'est que je trouve que l'éclairage n'est vraiment pas similaire à ce que l'on a fait à l'intérieur de Keyshot. Ça permet quand même d'avoir une certaine interactivité qui peut plaire à vos clients, mais c'est pas aussi joli que ce que l'on peut avoir à l'intérieur de Keyshot. Et les petites choses que vous voyez ici, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité de changer les informations des différents matériaux qui ont été mis en place par votre modèle. Donc là, c'est le outsole qui va passer en vert. Là ensuite, je peux venir ici sur le logo que je vais pouvoir changer là aussi. Là ensuite, je vais pouvoir décider encore de mettre d'autres couleurs. Vous le voyez, on peut vraiment choisir un petit peu toutes les couleurs qu'on veut. Alors là, il y a l'air d'avoir des choses qui ont du mal à calculer et qui ont du mal à changer, probablement dû à un mauvais export. Mais globalement, ça peut vous permettre quand même de faire des petites visualisations un petit peu plus poussées que ce que l'on pouvait faire, par exemple avec le viewer de base et les exports de base en HTML. Et là ensuite on a les petites options qu'on connaît qui vont nous permettre de jouer sur le pan caméra, le zoom. Ici vous avez les informations de performance sur la fluidité. Il y a ici la possibilité de sauvegarder un petit screenshot que je vais pouvoir aller balancer dans un dossier particulier. Et donc ça offre cette petite interactivité là sur vos scènes. Essayez de faire en sorte de faire des environnements quand même assez simples, parce que là vous pouvez remarquer qu'effectivement sur cet environnement complexe, le rendu n'est pas aussi bien que ce que l'on a dans Keyshot. Et puis aussi faites attention à la configuration de tout ça, vous avez des petites choses qui ne fonctionneront pas forcément concernant les mises en place des différents matériaux. Là vous voyez que le matériau de la semelle là il ne change pas du tout, donc il doit y avoir un petit souci sur l'export. D'ailleurs, attention aussi aux matériaux trop complexes. Si par exemple je vous montre cette scène-là, qui est donc la scène du café,
que nous avons faites ensemble. Là par exemple, il n'y a pas de paramètres de multimatériaux, il y a des jeux de modèles effectivement, donc là rien de dramatique. Là attention, là par exemple j'ai fait un test justement avec cet export là pour voir ce que ça donne dans la visionneuse web. Si je vous fais un petit copier-coller de ce qu'il me donne, c'est là où vous vous rendez compte que ce web viewer est sympa mais vraiment sur des matériaux qui ne sont pas très très compliqués. Dès lors que l'on touche aux matériaux de verre un peu complexes, avec des textures et des matériaux très complexes, regardez le résultat, et là à l'intérieur du web viewer, le seul truc que j'ai, c'est mes petits grains de café qui sont présents ici, qui en plus de ça sont pas positionnés correctement parce que la simulation 3D, elle, n'est pas prise en compte, donc on a les grains qui sont présents ici, c'est cool. Et donc faites super gaffe à ça. Dans les autres choses aussi qui ne sont pas extrêmement compatibles, puisque j'ai fait des tests aussi avec la moto que nous avons utilisée un petit peu plus tôt. Donc là, ça va être même principe. Il y a sur cette moto-là, il y a des matériaux avec des displays et aussi des matériaux qui sont en Axalta au niveau de la bibliothèque. Donc c'est des matériaux que vous retrouvez dans la bibliothèque de base de Quichotte, ces matériaux-là qui souvent vous donnent des carrosseries qui sont vraiment sympas. Donc c'est ici là les Axalta Paint. Donc ça c'est un Axalta Paint. Et il me semble que tous les matériaux ici qui sont gris, ce sont des Axalta. Si je viens par exemple sur lui, vous voyez, peinture Axalta. Si je viens sur la batterie, c'est pareil, c'est une peinture Axalta. Et du coup, en fait, quand vous faites télécharger vers la visionneuse web Quichotte, il se peut que vous ayez des soucis avec la visualisation de tout ça. Donc là, par exemple, si je fais mon ensemble, ensuite je fais télécharger, donc classique, je copie dans le presse-papier, j'ouvre mon navigateur, je lui fais un copier-coller de tout ça. Donc là, petit chargement. Là, on voit tout de suite que là, sur ces matériaux-là, il y a des petits soucis. Effectivement, c'est les matériaux qui sont des matériaux Axalta. Là, il commence à trouver des trucs, mais vous voyez qu'il y a des matériaux rouges là qui restent. Donc c'est juste que c'est des matériaux qui sont incompatibles avec le web viewer. Donc la moto est cool, c'est ça qui est sympa, c'est que là, je peux switcher les matériaux, mais faites en sorte de choisir des matériaux qui sont compatibles. Là, globalement, moi, j'ai fait la connerie sur ce matériau-là, de faire en fait que des matériaux Axalta, et du coup, effectivement, c'est absolument pas compatible avec ce qui se passe ici. Donc, le web viewer, ça, même si là, je le démontre plutôt mal, en l'occurrence, le web viewer, c'est vraiment sympa parce que c'est une option de présentation supplémentaire. On avait déjà vu dans les tutos précédents que l'on avait Quichotte XR qui vous permettait d'exporter un fichier HTML pour faire des présentations, qui ressemble un petit peu au web viewer, sauf que ce n'est pas un rendu en temps réel, c'est une séquence d'images que l'on a déjà prévue, et vous avez bien entendu la présentation qui va vous permettre donc d'avoir exactement ce que l'on a à l'intérieur de Quichotte, sans l'interface, et dans lequel on a les petits switches entre les matériaux. Donc là vous voyez bien que mes matériaux que j'ai fait à l'intérieur de Quichotte dans le mode présentation fonctionnent très bien, mais du coup le web viewer, lui sur ça, il fonctionne pas très très bien. Et donc du coup c'est juste une question de matériaux compatibles avec le web viewer lui-même. Je vais faire un petit échappe pour sortir. Donc le web viewer, ça peut être vraiment sympa sur des scènes pas très compliquées, avec des textures assez simples, des matériaux assez simples, si vous voulez présenter assez rapidement à votre client en lui balançant le lien web qui a été généré, c'est une solution. Sinon, bien entendu, vous avez le Quichotte XR et vous avez le mode présentation quand le client est chez vous sur votre ordinateur qui vous permettra de faire des présentations peut-être un petit peu plus fluides et avec des éclairages et des matériaux un petit peu plus complexes. On a fini avec la visionneuse web Quichotte. On va enfin passer à la dernière nouveauté de cette version 11 de Quichotte. La dernière nouveauté à l'intérieur de Quichotte, c'est la possibilité maintenant de créer directement vos textures à l'intérieur de la fenêtre de travail de Quichotte. Donc jusqu'à présent, vous alliez chercher des textures que vous aviez peintes soit dans Photoshop, soit dans d'autres logiciels comme des logiciels de peinture 3D comme Substance ou encore comme ZBrush.
là maintenant vous allez pouvoir vous-même spécifiquement sur certains matériaux créer vos propres textures. Donc pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner, je vais reprendre l'exemple de la moto, je charge la géométrie, la voici. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner uniquement la carrosserie ici, je vais me mettre en mode solo, et je vais ensuite venir dans le matériau, je vais venir sélectionner le matériau qui est le bleu carrosserie ici, et ensuite je vais décocher l'option multimatériaux, je vais enlever la peinture Axalta puisqu'elle va pas me permettre de modifier la couleur par exemple, et je vais partir sur un plastique assez classique qui pour l'instant est complètement noir. Donc là par exemple je me dis j'ai envie de peindre une texture directement à la main à l'intérieur de Keyshot, donc la solution la plus simple c'est de venir ici dans les textures, le matériau s'y prête puisqu'il y a l'emplacement diffus, spéculaire, bosselage et opacité. Donc là par exemple je peux venir sur le diffus, je peux venir ici sur ma liste, et ici en texture 3D, regardez, j'ai le 3D Paint. Je clique sur cette option là, et là maintenant ça me permet d'avoir ici des options de pinceau. Donc je vais un peu mettre mes matériaux un peu en dessous. Au niveau de la fenêtre, je vais enlever la barre d'outils, ça va me permettre de gagner encore un petit peu de place, voilà, pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Et là du coup j'ai 3D Paint, et j'ai ici la résolution de la texture, ça correspond à la résolution de la texture de votre pinceau. Si vous avez besoin que ce soit peut-être un petit peu moins défini, n'hésitez pas à passer en 1 pour 1000, donc c'est-à-dire du 2K, du 1K, du 4K et du 8K. Faites attention, ça peut être extrêmement lourd, surtout si vous montez en résolution, quand vous allez peindre, il va y avoir un temps de latence qui va être assez conséquent, donc faites attention à ça. Ensuite, ici vous avez le bouton peinture, lorsque vous allez cliquer là-dessus, vous rentrez dans le mode peinture, et regardez, maintenant j'ai un pinceau, ça vous donne d'ailleurs une information qui vous dit, bouton gauche de la souris pour peindre sur l'objet, maintenez Alt pour faire pivoter la caméra. Donc regardez, si je viens dans la fenêtre et que je clique et je pousse, ça me permet effectivement de peindre sur ma surface. Si je veux tourner autour de la caméra, c'est Alt et bouton gauche, et là maintenant je peux venir peindre de l'autre côté. Et d'ailleurs, si je me mets ici, et si je peins là, regardez, il fait la transition autour de la géométrie sans aucun souci. Ensuite, si vous voulez sortir du mode peinture, il vous suffit de cliquer là-dessus, et là votre texture est faite. Si maintenant vous voulez revenir en arrière, bien entendu, un CTRL Z vous permet de revenir en arrière. Là ensuite, si vous avez besoin de modifier des informations avant de peindre, vous avez ici tout un troupeau d'options, la possibilité de modifier la couleur, donc ça c'est la couleur du pinceau, c'est-à-dire que là pour l'instant c'est une couleur blanche, je peux bien entendu mettre une couleur rouge, si je mets une couleur rouge, et que maintenant je repasse en mode peinture, je vais pouvoir peindre du rouge. Si je change la couleur à nouveau, je mets du vert, je vais pouvoir peindre du vert, et alterner donc les couleurs. Vous remarquez que vous avez la possibilité ici même de mettre une couleur pour votre brosse, je peux cliquer là-dessus, charger peut-être une texture, je vais aller charger par exemple cette texture dégueulasse qu'il y a dans les fichiers de travail, c'est la texture de peau de l'alien, je fais ouvrir, là maintenant vous voyez qu'il y a cette texture là, quand je vais venir ici, regardez, il me peint la texture en la répétant dans le prolongement de mon pinceau. Je peux ici modifier la dimension de mon pinceau, et donc la mettre un pinceau plus gros. J'ai la possibilité ici de lui dire d'ailleurs que ce soit dans l'unité de la scène, ou en pixels par exemple. Donc là si j'augmente en pixels, vous voyez que à 10 pixels c'est pas énorme. Si je lui mets 200 pixels, là maintenant j'ai quelque chose d'un petit peu plus grand, qui me permet de peindre directement. Je vous conseille quand même globalement d'être en unité de scène, ce sera quand même beaucoup plus simple. Je vais enlever cette texture-là. Je vais dans Brush Color ici développer les informations, puisque cette couleur-là ne me plaît pas, hein, donc ça c'est quelque chose que vous connaissez quand on charge des textures à des endroits. Je vais cliquer sur la poubelle, ce qui va me permettre d'enlever cette couleur-là. Vous remarquerez que, alors je vais venir repeindre en vert de manière un peu violente, je vais lui mettre une grosse couleur, bien violente, un petit peu verte. Je vais dézoomer, tourner autour de mon objet. Donc après vous allez avoir le réticule du pinceau est un petit peu compliqué à voir quand par exemple vous avez un fond vraiment gris de cette manière-là.
je vous conseille d'aller dans l'environnement, et la couleur d'environnement peut-être passer à une couleur peut-être un peu plus sombre, là au moins le réticule vous le voyez, sinon on a une tendance à le perdre. Là ensuite, vous avez bien entendu la dimension, mais vous avez aussi l'opacité. Donc si par exemple je viens lui mettre une autre couleur orange, et si je viens peindre ici, vous voyez que là du coup j'ai une opacité inférieure, qui va me permettre de faire des mix beaucoup plus facilement. En fonction de cette valeur d'opacité, je vais pouvoir mixer ces couleurs-là. J'ai le flow. Le flow, c'est un petit peu différent de l'opacité. L'opacité, c'est l'opacité de la couleur que vous avez choisie. Le flow, c'est la quantité d'encre. En gros, ça peut ressembler effectivement à l'opacité, mais c'est vraiment plutôt en fait une intensité d'encre que l'on va mettre sur la couleur. Ensuite, ici, on a des brosses, des informations de brosses supplémentaires. Vous avez le hardness, qui est-ce que le pinceau a des bords nets ou est-ce qu'il a des bords floutés. Donc si par exemple là je le mets à 100%, vous voyez que là maintenant on a des bords nets, alors qu'avant j'avais des bords floutés. Comme avec les pinceaux de Photoshop. Ensuite ici j'ai la valeur de spacing. La valeur de spacing c'est l'écart qu'il va y avoir entre les répétitions de la forme de votre pinceau. Et regardez, si je fais ça, ça me permet, alors je vais baisser la dimension de mon pinceau qui est beaucoup trop grande, maintenant d'avoir une répétition avec un espacement plus ou moins grand. Et ensuite, vous avez aussi un angle. L'angle, en l'occurrence, va pas changer grand-chose là-dedans. Ça sera plutôt intéressant si, par exemple, vous utilisez un brush shape. Le brush shape, c'est la possibilité de charger une texture directement dedans. Donc regardez, je vais venir cliquer là-dessus. À l'intérieur des fichiers de travail, je vous ai mis un dossier alpha, dans lequel ici, j'ai cette texture grunge. Je vais cliquer sur ouvrir. Là, maintenant, ça me permet d'avoir une forme sur mon pinceau, et là regardez, si je viens peindre, ça me permet d'avoir cette forme-là, qui me permet d'avoir un pinceau, alors je vais changer la couleur, parce que là du coup, je vais partir dans quelque chose en noir par exemple, regardez, si je me rapproche, vous voyez, ça me permet de faire ces taches noires, pourquoi? Parce que j'ai une texture en noir et blanc qui va me permettre de mettre de la saleté dessus. Et donc ça c'est cool, parce que vous allez pouvoir avoir un petit peu la même possibilité que dans un logiciel comme Painter, avec des limitations bien entendu, puisque c'est que peindre des textures, comme dans Painter, comme dans ZBrush, comme dans Mari, pour peindre directement dans Keyshot, sans être obligé de sortir d'un logiciel, et ça c'est plutôt cool. Il va manquer bien entendu des options de masque par exemple, il y a des petits soucis des fois en fonction de comment vous peignez sur certaines zones, mais globalement, tout ça, c'est faisable directement à l'intérieur de Keyshot. Je vais modifier en fait la valeur de spacing. Il y a la possibilité de faire en sorte que ce soit peint par rapport à la projection de la caméra. Et après vous avez cette option là qui n'a pas tellement d'intérêt, qui va concentrer la peinture sur un plan. La dernière option ici c'est une option de calque. Alors je vais décocher cette option là. Là par exemple je peux décider de venir ajouter un calque, choisir une couleur différente. Là ici j'ai choisi la couleur rouge. Et maintenant, regardez, si je viens peindre ici, ça me permet de faire une superposition de mon calque. Petite chose que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas d'option, par exemple, d'opacité. Par contre, vous avez la possibilité de le mettre en multiplié, et là vous voyez que du coup ça ne fait pas la même chose, ou alors en recouvrement, et donc du coup ça fait des chevauchements un petit peu différents. Et donc ça peut être pas mal pour vous permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus complexe dans la création de votre texture. Et on peut mettre autant de calques que l'on veut, je peux décider de lui mettre, je sais pas, une couleur verte, elle va être vraiment dégueulasse cette moto. Je vais venir ici dans le brush shape et je vais mettre le brush shape à la poubelle, et là du coup je peux repeindre par-dessus. Je peux bien entendu baisser l'opacité de tout ça pour avoir quelque chose d'un petit peu plus léger par exemple, et je peux décider que ce soit en mode multiplié ou que ce soit en mode recouvrement. Donc voilà pour les petites options qui vont vous permettre de peindre en 3D directement à l'intérieur de Keyshot. Bien entendu, si cette option de peinture ne vous plaît pas, je vous le rappelle, vous pouvez venir cliquer sur la petite poubelle qui est ici, qui va vous permettre de revenir à la couleur de base. Vous pouvez bien entendu tenter de faire du 3D Paint dans d'autres canaux. Alors sur le spéculaire et l'opacité, je vous le conseille pas trop, mais par exemple sur le bosselage, c'est tout à fait envisageable. Je viens sur bosselage, je viens ici dans 3D Paint, ensuite je pourrais par exemple venir sur le brush shape
et je pourrais venir chercher la texture grunge que j'avais tout à l'heure. Ensuite, n'hésitez pas à aller faire un tour dans le calque ici, et le calque, vous pouvez par exemple lui dire couleur d'arrière-plan du calque, je peux venir ici et je lui dis la couleur d'arrière-plan, elle est bien noire, et maintenant je vais peindre en blanc directement dessus. Donc je vais cliquer sur peinture, et là regardez, quand je vais commencer à peindre, bah là je fais bien une déformation due au bosselage, qui est dû à quoi? Qui est dû donc à mon pinceau qui est présent ici. Et là du coup je vais peindre directement. Il y a des petites choses dont j'avais pas parlé concernant la brosse. Vous remarquez que là on est en Paint. Vous avez l'autre ici, qui est la possibilité de créer des instances de votre forme. C'est-à-dire je vais venir ici, et là, en fait, je vais juste cliquer une fois. C'est-à-dire que là, si par exemple vous faites un clic, vous maintenez cliquer et vous poussez, il ne se passe rien. Là, c'est juste une instance de votre texture que vous allez appliquer sur la surface une seule fois. Et ensuite ici, c'est tout simplement la gomme. La gomme va vous permettre de revenir sur la géométrie et d'effacer ce que vous aviez déjà fait. Donc ça peut être pas mal pour aller atténuer des petites choses en utilisant bien entendu la dimension, l'opacité, le flow. Donc vous pouvez mettre une première couche avec une texture dans la brosse et après l'atténuer derrière. Donc ça c'est des petites choses qui peuvent être assez cool pour vous permettre de peindre directement sur vos modèles. Je vais faire terminer pour sortir du mode Paint. Je vais la mettre à la poubelle, et puis je vais peut-être décider de faire une texture peut-être un petit peu plus sympa là-dessus. Donc je vais venir dans le diffus. Dans le diffus, je vais donc lui mettre une texture 3D Paint. Là ici, je vais choisir une couleur peut-être un petit peu gris clair de cette manière-là. Je viens ensuite dans peinture. Dans peinture, je vais lui mettre une dimension énorme. Je vais lui mettre une dimension de 200 par exemple. Je suis dans l'abus un peu. Et là, en fait, je vais venir globalement faire un gros paint dans ma fenêtre, vraiment pour peindre toute la surface directement. Voilà. Et ensuite, je me dis, bon, là, j'ai fait ma peinture. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un calque supplémentaire. Ce calque, je peux même le renommer. Je vais l'appeler Cracra. Cracra, par exemple. Celui-là, ce serait double-clic gris. Et le cracra, je vais décider par exemple d'aller lui mettre un petit peu de couleur noire, je vais venir chercher quelque chose d'un petit peu noir, voire peut-être même un peu beige, marron, un peu comme ça par exemple. Ok. Et là du coup je vais venir chercher le brush shape qui est la texture grunge que j'ai mis directement là-dessus. Je vais bien entendu baisser la dimension de mon pinceau. Je vais lui mettre un flow un peu faible à 20% par exemple. Et maintenant je vais venir ici et je vais venir salir un petit peu tout ça. Alors je vais sortir du mode solo, quitter le mode solo, ce qui va me permettre de venir peindre dans des endroits particuliers. Je vais faire un petit CTRL Z, voilà, pour enlever la zone de peinture. Et là maintenant, je vais venir par exemple ici, peindre un petit peu de la saleté sur ma carrosserie. Donc je viens peindre ici, je viens repeindre encore un petit peu ici, là de la saleté. Et du coup, ça me permet d'aller faire des petites choses supplémentaires sur ma carrosserie. Je peux bien entendu aller en rajouter un petit peu par là-bas, si j'en ai envie. Un petit peu par là, pour que ce soit pas très propre. Et donc ça, du coup, je pourrais le faire un petit peu de partout sur ma carrosserie. Je vais remonter ici dans ma texture, et ensuite, par exemple, je pourrais faire un Shift avec déplacement qui me permet de mettre mon bosselage ici directement sur cette partie-là. Et là, du coup, est-ce que le bosselage, en augmentant un petit peu tout ça, me permet d'avoir du cracra? Regardez, copier ma peinture 3D et mettre un petit bosselage à 10, ou peut-être même un peu moins, je vais mettre un bosselage à 5, ça me permet d'avoir ce côté un petit peu crado qui arrive par-dessus. Dans les propriétés ici de mon matériau, je peux lui mettre une petite rugosité par-dessus aussi. Bien entendu, on peut continuer d'aller au-delà pour permettre de faire des textures un petit peu complexes avec tout ça. Si vous avez envie de faire d'autres variations, n'hésitez pas à revenir sur la peinture 3D qui est ici, n'hésitez pas à rajouter un calque supplémentaire, et si par exemple vous voulez faire des traces supplémentaires ici, par exemple, je sais pas, on va faire des traces un petit peu blanchâtres par exemple ici, là, voilà, là par exemple, pourquoi pas
Alors là, vous voyez que du coup, en fait, il vient copier-coller, en fait, ce que j'ai fait au niveau de la texture, puisque là, maintenant, les deux textures sont liées. Là, ça me permet de faire ce côté un petit peu violent sur l'avant de ma moto, qui est pas inintéressant, mais du coup, qui est peut-être un petit peu trop violent. Et du coup, bah, je vais aller faire un petit tour dans mon bosselage, je vais baisser ces informations de bosselage, je vais mettre à 1, par exemple, là, vous voyez, comme ça. Et ça me permet donc de faire des textures un petit peu où j'en ai envie. Je peux bien entendu revenir sur le côté gomme. Le côté gomme, je vais juste augmenter la dimension ici de ma gomme, jouer un petit peu sur le flow, et en faisant comme ça, regardez, je mets un coup de gomme sur ma texture, ça me permet d'atténuer ce que j'ai fait, qui est un petit peu violent. Vous voyez, hop. Là, je vais atténuer en mettant des coups de gomme devant, vraiment juste pour avoir des petites trucs pas trop violents. Là, par exemple, je pourrais aussi atténuer un peu ce qui se passe ici. Donc là, je suis en train d'atténuer sur le blanc. Si je veux atténuer sur ce que j'ai fait ici, bah, je vais venir sur le bon calque et je vais venir effacer ça avec cette texture-là. Et là, du coup, ça me permet d'avoir quelque chose d'assez léger, qui est quand même un peu plus intéressant que si j'avais une texture toute basique. Donc c'est une fonction supplémentaire sur Keyshot qui peut vraiment vous permettre d'aller un petit peu plus loin avec le texturing dans le logiciel. Cette formation sur les nouveautés de Keyshot dans sa version 11 est maintenant terminée. Donc ensemble, on a vraiment pu faire le tour de toutes les nouvelles fonctionnalités. Il y avait des petites améliorations qui ont été faites dans d'autres choses, mais rien qui nécessitait véritablement des leçons. Donc on a pu voir les animations en simulation physique, on a pu voir tout ce qui concernait l'importation de fichiers de déformation de type alambic, l'animation de la luminosité de l'environnement, et on a pu voir aussi l'export CMF, les exports en 3MF, et aussi le WebViewer et le 3D Paint. Pour ceux qui viennent de découvrir Keyshot à travers cette formation gratuite sur les nouveautés de la version 11, je vous rappelle que sur le site de tuto.com, j'ai plusieurs formations qui sont dédiées à Keyshot. Donc il y a eu bien entendu le tuto qui était dédié à la version 10. J'ai fait aussi quelques exercices pratiques, notamment la modélisation d'un robot à l'intérieur de ZBrush et ensuite le texturing et le rendu dans Keyshot. Il y a eu aussi un thème spécifique à Halloween l'année dernière qui était la création d'une citrouille créée dans ZBrush et rendue dans Keyshot. Et vous avez aussi un tuto sur les nouveautés de la version 9, la version 8, un tuto sur la liaison qui existe entre ZBrush et Keyshot, et vous avez la formation complète à Keyshot qui, elle, est une formation de presque 9 heures et qui va vraiment vous apprendre toutes les fonctionnalités du moteur de rendu Keyshot. C'est un tuto qui date de la version 7, mais clairement, même aujourd'hui, si vous le faites avec la version 11, vous allez retrouver vos petits, et de toute façon, vous avez ensuite les différents tutos qui concernent la 8, la 9, la 10 et la 11 pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc j'espère que ce tuto gratuit sur les nouveautés de Keyshot 11 vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour d'autres formations 3D.